Alors bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition des Mon Petits Entretiens. Vous connaissez la formule, ce sont des gens de la société civile, du monde universitaire qui viennent nous parler, nous faire profiter de leur science, de leur sagesse aussi. Et aujourd'hui, nous recevons deux universitaires. Dans un premier temps, Marie-Ève Carignan, qui est, juste sûr que je dise les bonnes choses, donc qui est professeure spécialisée en information, journalisme et communication publique à l'Université de Sherbrooke. Et à sa gauche, Karine Prémont, qui, elle, est aussi professeure, mais cette fois-ci dans le département des sciences politiques de l'Université Sherbrooke également, et aussi membre fondatrice même, ou en tout cas membre très senior de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, qui est donc un organisme qui traite du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la politique américaine, et plus précisément, dans le cas de leur livre, la politique américaine vue et traitée par les médias québécois. Et j'animerai donc cette rencontre. Mon nom est Yannick Morin, je suis professeur au département de cinéma et communication, et je suis ici à titre de professeur également de l'option médias. Alors, mesdames, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. Et j'aurais le goût de commencer avec une question d'actualité. Votre livre qui porte sur les médias québécois en regard de leur traitement de la politique américaine a trouvé un écho hier soir alors que durant le discours de l'État de l'Union, Joe Biden était présenté à la télévision de Radio-Canada avec leur animatrice vedette Anne-Marine Dussault, l'infographie très criarde, tapageuse, émission spéciale. Et je trouvais que cette image-là hier, pour ceux qui l'ont vu à RDI, nous ramène à votre livre qui nous fait un portrait assez juste de ce que les médias, journalistes, mais aussi intellectuels québécois présentent et donnent comme information à nous, le peuple québécois, sur la politique américaine. Et j'aimerais donc commencer, oui, c'est un peu long comme préambule, j'aimerais donc commencer par une question. Qu'est-ce qui vous a amené à produire ce livre? Et je vais commencer par Mme Carignan. J'aurais eu tendance à dire Karine en premier parce que c'est elle qui a initié le projet d'abord, donc je fais miroir. Non, c'est Ricochet à Ultimatum. Ricochet. Ah oui, Jannick est un spécialiste, n'est-ce pas, du ricochet. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. En fait, l'idée de ce livre, c'est, disons, les années Trump. Les années Trump m'ont amené à donner beaucoup d'entrevues dans les médias. Il y avait un désir de connaître ce type-là, d'essayer de prévoir ce qu'il était pour faire. Il y avait un intérêt pour la politique américaine qu'on n'avait pas vu dans les dernières années. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une émission justement à RDI, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment ça se fait qu'au Québec, on fait des émissions spéciales sur les élections législatives aux États-Unis? Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un, à part moi, là, puis les 3-4 crinqués de la chair, là, est-ce que ça intéresse vraiment les gens d'entendre parler de ça? Alors, je me suis posé la question, j'ai posé la question autour de moi, à mes collègues. Est-ce que vous faites plus d'entrevues depuis Trump? De quoi vous parlez? Comment vous vous préparez? J'ai quelques amis journalistes à qui j'ai posé la question aussi. Est-ce que vous tripez plus sur les États-Unis depuis Trump ou c'est depuis toujours? J'ai essayé de poser un peu de questions là-dessus. Puis finalement, évidemment, quand j'ai pas de réponse, je me tourne vers Marie-Ève. Puis je dis à Marie-Ève, toi, as-tu des réponses? Peux-tu m'aider à comprendre ce qui se passe? Puis on a décidé justement de poser la question plus formellement, à la fois aux spécialistes de politique américaine, à la fois aux journalistes, puis aussi aux spécialistes de communication. Quel impact ça a qu'on s'intéresse autant que ça aux États-Unis quand on est au Québec? Pourquoi on s'intéresse autant que ça aux États-Unis quand on est au Québec? Et quel est l'apport des spécialistes, si on veut, dans cette narration-là, dans ces reportages-là? Et Marie-Ève a accepté avec plaisir de travailler sur ce projet-là avec moi. Oui, surtout que, merci, moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. Puis, c'était une question de l'autre côté en communication qu'on se posait aussi depuis un bout de temps. Donc, il y avait vraiment un écho, là, quand Karine m'a approché. Déjà, c'était une question qu'on se posait de longue date. Puis, tout à l'heure, Jannick, vous parliez de l'émission spéciale avec Anne-Marie Dussault hier, c'est ça? Il y a 2-3 jours, je lisais un éditorial de François Cardinal dans la presse où il justifiait un peu... parce que je suis aussi à la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, donc on a beaucoup parlé
de ce qui se passe dernièrement, le convoi des camionneurs, Ottawa. Et là, il justifie un peu la couverture d'Ottawa, puis de tout ce qui se passe en ce moment avec les mouvements de contestation et l'intérêt de ça en disant, mais regardez, il faut parler des contre-mouvements parce que regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Mais là, c'est la preuve que si les médias n'en ont pas parlé, ils ont passé à côté d'un enjeu, donc il faut en traiter. Et là, je me dis, encore, on revient à ça. Encore, on se compare avec la politique américaine, puis là, nous, il faut parler des sujets qui sont plus marginaux parce que, bon, on a vu qu'un président qui semblait très marginal au départ a pu être élu. Donc, ça, c'était il y a 3-4 jours, l'éditorial, si je ne m'abuse. Donc, on voit que ça revient vraiment. Et ça ramène à cette question initiale-là où, quand Karine m'a approchée, d'un côté plus communicationnel, bien, c'était ça, on parlait de Trump partout. Et dans les congrès de journalistes, dans les conférences en journalisme, on disait, bon, ben voici ce que Trump dit sur les médias, l'idée qu'il évoque en fake news à chaque fois qu'une information lui est défavorable, bien, c'est en train de miner la confiance envers les médias au Québec. Et donc, c'est comme si tout ce qui se passait aux États-Unis devenait un peu le centre de tous les débats sur le journalisme puis l'information ici aussi. Donc, je me disais, bien, voilà, est-ce qu'on est en train d'accorder trop d'importance à ce président-là, à son effet sur mon intérêt de recherche, donc le monde journalistique, mais dans son ensemble, l'importance de la couverture qui, oui, semble justifiée dans un sens. C'est quand même un président qui est atypique, mais en même temps, est-ce que c'est notre président? Non. Donc, ces questions-là sur le rôle des médias dans cette couverture-là, puis la compréhension des enjeux, alors qu'en communication aussi, on dit souvent que, disons, Trump a parfois dicté lui-même l'agenda médiatique par ses comportements sur Twitter et tout ça. Donc, il y avait vraiment une question-là qui me taraudait aussi depuis longtemps, puis qui rejoignait vraiment le questionnement de Karine. C'est pour ça que vraiment l'idée de faire ce livre-là là, est vraiment venue me chercher également. Mais c'était vraiment l'idée aussi d'aller au-delà de Trump. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, est-ce que la politique américaine nous intéresse, peu importe, ou si c'est juste Trump qui nous intéresse. C'était un peu de creuser cette question-là. Et on a eu notre réponse quand même assez rapidement, parce qu'on a commencé à faire des entrevues en février de l'an passé, à peu près. On a fait ça vite quand même, en février de l'an passé. Puis déjà, c'est Joe Biden qui venait d'arriver. Puis mes collègues me disaient, bien, les demandes médiatiques ont diminué d'à peu près 90 % depuis que Biden est là. Donc, visiblement, il y avait un effet Trump aussi qu'on voulait creuser dans cet ouvrage. On essayait de pas trop en parler, mais tout nous ramenait finalement à ce personnage. C'est vrai que c'est difficile de faire autrement, de passer outre. J'aimerais parler, sans trop être aride, de la structure, ou du moins de la méthode de travail par rapport à ce livre-là. Tout à l'heure, en pré-entrevue, si on peut parler ainsi, vous m'avez dit, on ne voulait pas porter de jugement. C'est pas une thèse, disons, polémique, ce livre-là. C'est un travail, moi, que je qualifierais carrément de recherche. Quelle était la méthode que vous avez utilisée? Est-ce que c'est seulement vos contacts, puisque manifestement, vous avez une présence médiatique, donc vous connaissez du monde? Comment vous avez travaillé pour arriver avec ce livre-là? On a commencé, justement, on voulait y aller par entrevue. On voulait donner la parole à ceux qui travaillent dans les médias, à ceux qui sont amenés à donner leur expertise dans les médias aussi. Donc, c'était pas notre opinion à nous. On voulait pas, justement, faire un livre qui était une critique à fond de train contre les médias ou, au contraire, un livre qui disait les médias sont donc bien bons au Québec. On voulait pas faire ça. On voulait juste entendre les gens. On était curieuse de savoir quelle était leur opinion sur ces sujets-là. Alors, on a commencé par faire des listes de toutes sortes, de journalistes, de spécialistes. On voulait parler aux patrons, on voulait parler à toutes sortes de gens, les médias anglophones, francophones. On voulait remonter dans le temps. J'avais un projet assez ambitieux au début. Et Marie-Ève me dit, calme-toi, ça va pas être possible. Tout même là. Alors, on a fini par réduire notre liste un peu. Puis, en fait, ce qu'on se dit, c'est si on a une dizaine de personnes qui nous disent oui, on veut participer, on va être contente, on va faire une dizaine d'entrevues. Et finalement, il y a eu 95 personnes qui nous ont dit oui. Donc, visiblement, c'était le fun pour nous parce que ça voulait dire que notre projet était intéressant, mais ça voulait dire qu'on a fermé les livres après ça, dans le sens où on ne pouvait plus interviewer d'autres personnes que ça après, parce qu'en termes matériels, en termes de temps, on n'avait plus... C'était plus possible. On avait même des propositions pour interroger d'autres personnes après, puis c'est juste que là, on n'avait plus la capacité. Déjà, de traiter 95 entrevues... Ceux qui ont déjà fait du verbatim d'entrevue, vous savez de quoi on parle. Puis à 95, à un moment donné, là... c'est beau, là. On était saturés en termes d'informations nouvelles aussi, mais tout ça pour dire que ça a été plus positif. La réponse a été plus positive que ce à quoi on s'attendait. Donc, c'était l'idée vraiment de diviser en 3 catégories les spécialistes de la politique américaine, que ce soit des historiens ou des politologues. Ensuite, les journalistes, les chroniqueurs, des animateurs d'émissions d'affaires publiques. Puis ensuite, les spécialistes de communication, des profs d'université ou des gens qui sont des stratèges. Donc, on a interviewé ces trois groupes de personnes-là. Puis ensuite,
on a évidemment tout mélangé ça. On a divisé ça par thème dans le livre, puis on les fait parler essentiellement. Vous mettez une mise en garde dans votre introduction à propos vous parlez de la surreprésentation de certains médias. Sans entrer dans trop de détails, parce qu'on imagine que c'était peut-être parfois un peu sensible. Pouvez-vous nous dire pourquoi, par exemple, vous avez cru bon de dire que, oui, vous êtes consciente que Radio-Canada et la presse ont fourni, si on veut, le plus de témoins par rapport, par exemple, à les journalistes de Québécois? Oui, bien, premièrement, c'est certain que c'est les gens qu'on a contactés puis qui ont accepté de participer aux entrevues. Et à un moment donné, comme on dit, on a saturé aussi. Alors, on n'a pas pu malheureusement parler aux patrons de presse, à certaines personnes, parce que là, on n'avait juste plus la capacité non plus de traiter tout ça, ce qu'on a fait déjà très rapidement. Mais il y a aussi le fait que, bon, on cherchait des journalistes sur le terrain. Forcément, bien, Radio-Canada a davantage un historique d'envoyer des correspondants aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on a pu remonter des correspondants, par exemple, à Washington de longue date. Pour Radio-Canada, c'était plus facile. La presse aussi, il y a des journalistes qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment aussi une question de nombre de journalistes qui couvrent vraiment les États-Unis sur le terrain. Donc, sans allégeance, mais on voulait des gens qui nous parlaient de leur expérience puis du défi, justement, parce que c'est un des problèmes qui ressort du livre aussi, c'est que malheureusement, les entreprises de presse ont de moins en moins les reins solides financièrement. Et donc, avoir des journalistes qui sont sur le terrain, ça coûte cher. Et même si, à certains moments, on se rend compte que ça prend plus qu'un correspondant, mais au moins 2 pour avoir une couverture moindrement représentative des États-Unis, bien, il y a peu de médias qui ont ces moyens-là. Mais souvent, bien, c'est des grands médias comme la presse puis Radio-Canada qui les ont. Donc, forcément, il y avait plus de professionnels de l'information de ces médias-là qui pouvaient répondre à l'appel. Oui, c'est ça. Donc, nous, on a pris ceux qui nous disaient oui. À un moment donné, on a cessé d'insister, mais il y a un ratio. Là. Il y avait beaucoup plus de gens, un bassin plus grand de gens chez Radio-Canada puis la presse que chez Québécois, par exemple. Mais on a vraiment essayé d'avoir des gens de partout, néanmoins, puis on en a de tous les médias, mais c'est sûr que le ratio n'est pas le même pour les raisons que Maria va souligner. Est-ce qu'on a raison de dire que ce ratio respecte en même temps ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que TVA, LCN, Vidéotron ont moins de journalistes de toute façon affectés à cette couverture-là, et que c'est un résultat mathématique, c'est pas une question idéologique ou Exactement. Malgré le nom de l'éditeur, c'est pas par exemple Pierre-Carl Pellado qui a interdit à ce qu'on participe à votre travail. Pas du tout. Non, puis il faut comprendre, là, les médias aussi font avec les moyens qu'ils ont. Déjà, la mission de ces médias-là n'est pas toujours la même. Donc, Québécois a quand même un regard plus local, si on veut parler de l'ensemble de la province, finalement. Et la pandémie, dans certaines recherches qu'on a menées dans les derniers mois avec de mes étudiantes, c'est ce qu'on constate aussi. La pandémie a donné un nouveau coup dur aux entreprises de presse qui étaient déjà en difficulté. La crise financière a affecté aussi les annonceurs des médias. Donc, il y a encore moins d'argent qu'il y avait déjà, des pertes de postes. Donc, c'est sûr que même là, la situation où il y a déjà peu de professionnels de l'information sur place qui peuvent nous rapporter aussi ce qui se passe sur le terrain, puis la diversité entre Washington, puis des États qui sont plus éloignés. Est-ce qu'on parle dans le livre? Est-ce qu'on va assez dans ces États-là? Mais c'est de plus en plus difficile pour certains médias d'avoir des journalistes sur place, ce qui coûte cher. Puis on va se fier parfois aux entreprises, aux agences de presse, puis à certains journalistes. Donc oui, la situation, c'est pas parce que Québécois, on voulait les ignorer, mais il y a moins de journalistes sur place, puis on peut-être moins cet angle-là aussi d'être sur le terrain aux États-Unis. Merci. Dans votre premier chapitre, après l'introduction, donc dans le chapitre 2, la fascination des Québécois pour leurs voisins du Sud, vous expliquez que, en fait, ce qu'on vous explique, suivant les questions que vous avez posées aux différents chercheurs et journalistes qui ont participé à l'ouvrage, vous expliquez que notre lien est très fort avec les États de la côte Est, mais qu'on est dans un état d'ignorance quasiment totale par rapport à ce qu'on appelle un peu vulgairement les flyover states. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ça? Et peut-être, qu'est-ce qui explique justement notre grande proximité, et au-delà de géographique, notre grande proximité culturelle avec les États-Unis? Bien, évidemment, il y a des liens historiques entre le Québec puis la côte est des États-Unis. Il y a beaucoup de Québécois qui se sont installés aux États-Unis, presque 1 million là, au début du 20e siècle, là, qui sont allés aux États-Unis pour trouver du travail. Donc, il y a une proximité historique humaine, en fait, avec la côte Est. Et évidemment, vous êtes jeune, vous voyagez beaucoup plus qu'à notre époque, mais peut-être que les gens ici sur la scène se rappellent qu'il y a des vacances exotiques. Là, quand on était jeune, c'était Old Orchard, puis Ogunquit, puis la Floride, si nos parents avaient de l'argent. Là. Alors, on était cantonnés sur cette côte Est-là. On connaissait à peu près rien d'autre parce que c'était pas des endroits qu'on visitait. C'était
en tout cas au Québec, c'est pas des endroits où on allait. La Californie, c'était loin, c'était très dispendieux. Aujourd'hui, c'est plus accessible, ces régions-là. Aussi, ce qui arrive, c'est que les gens de votre génération, notamment, voyagent beaucoup pour étudier. Alors qu'à notre époque, c'était compliqué là, d'aller étudier à l'étranger. C'est beaucoup plus facile maintenant. Donc, aller étudier à Chicago, aller étudier au Colorado, aller étudier en Louisiane, c'est facile aujourd'hui de faire ça. Donc, vous ramenez avec vous des liens qui vont vous servir plus tard. Vous allez être amené à y retourner, ne serait-ce que pour dire à votre conjointe, vos enfants, voici où j'ai étudié pendant 6 mois, etc. Donc ces liens-là se sont surtout faits au début sur la côte Est. Puis ensuite, on commence, depuis quelques années à peine, on commence à essaimer un peu partout aux États-Unis. Il y a une proximité d'ondes médiatiques aussi, si je peux dire, dans la mesure où, quand la télévision est arrivée au Québec, et Marie-Ève pourra me corriger, mais j'en ai aussi par ailleurs. Quand la télévision est arrivée au Québec, on captait facilement les émissions américaines, que ce soit la télé, mais aussi la radio, évidemment. Moi, je sais que mes grands-parents, on était des cantons de l'Est, alors il y avait une proximité géographique avec les États-Unis. Ma grand-mère avait des amis américains, mon grand-père avait des amis américains. Mes grands-parents parlaient plus anglais que mes parents, en fait. Donc, il y a tout ça qui joue dans notre intérêt parce qu'on a l'impression de connaître à tout le moins la côte Est américaine, parce qu'on y va, parce qu'on connaît des gens, parce qu'on l'a vu à la télé. Puis aujourd'hui, bien, avec le monde dans lequel on vit, où tout est prêt, ou en tout cas, on a ce sentiment de proximité-là, bien là, les États-Unis deviennent, dans leur ensemble, plus proches de nous qu'avant. Donc, et au Québec, on est très familier avec la culture américaine, avec les vedettes d'Hollywood, avec la musique, avec tout ce que les États-Unis produisent de bon et de moins bon en culture. On la consomme, cette culture-là. Et à mon époque, la culture américaine, c'est à peu près tout ce qu'on avait. La culture québécoise n'était pas orientée à cette époque-là. Auprès des jeunes, en tout cas, c'était une culture de vieux, la culture québécoise des années 80. Là, c'était des téléromans d'époque, là, puis c'était des chanteurs puis des chanteuses qui n'intéressaient pas tellement les jeunes. On n'avait pas une filmographie très développée non plus au Québec à cette époque-là. En tout cas, encore une fois, peu attractive pour les jeunes. Alors, on a consommé beaucoup de culture américaine. Alors, forcément, on est habité un peu par ça. Puis, évidemment, il y a les grands événements puis les grands personnages. Bon, évidemment, vous et moi, on n'était pas là quand Kennedy s'est fait assassiner, mais parlez-en à vos parents, vos grands-parents, puis ils se rappellent de comment ils ont vécu ça, la guerre du Vietnam. Il y a eu des événements comme ça qui nous semblent familiers parce qu'on les a vus dans les films, parce qu'on les a lus dans les livres d'histoire, parce que les États-Unis, pendant longtemps, on voit que ça commence à s'effriter, mais pendant longtemps, ont été le centre du monde à toute fin pratique. Alors, évidemment, puis nous, on était proches, alors on a profité un peu de ça. Oui, bien, j'ajouterais que, Karine, tu dis le centre du monde, mais c'est aussi notre rapport économique. Donc, pour nous, c'est le centre du monde économique aussi, ce qui fait que le Canada et le Québec, on a une proximité encore plus grande avec les États-Unis parce que c'est un partenariat économique essentiel, les accords de libre-échange, tout ça. Donc, ça crée aussi, on en parle dans le livre, forcément, il faut parler de ce qui se passe aux États-Unis, c'est le cœur de notre économie. Puis, ce que Karine vient d'expliquer assez en détail, ça fait partie de notre vie aussi. On se réfère beaucoup aux États-Unis culturellement, donc on ne peut pas en faire non plus abstraction. Il faut en parler. Maintenant, la question est comment en parler. En plus de ce que tu dis de tradition, il y a aussi les snowbirds, toute cette tradition-là de gens qui s'expatrient en Floride l'hiver ou qui vont prendre leur retraite en Floride. Donc, ça aussi, ça crée des gens qui consomment en partie des médias québécois et en partie des médias américains qui font qu'on s'y intéresse. Puis, bien, je reviendrai à ce que je répondais à l'autre question, mais il y a aussi le fait qu'il y a peu de journalistes qui sont envoyés aux États-Unis, puis quand ils le sont, mais en général, ils sont justement soit sur la côte Est, sinon ils vont être à Washington, en Floride parfois, donc ils sont beaucoup moins présents sur la côte ouest américaine, ce qui fait qu'on consomme peut-être, on connaît moins ce qui se passe sur la côte ouest américaine, et le Québec étant particulier, mais on consomme davantage. Là, ça tend à changer avec justement vos nouvelles générations qui maîtrisent plus l'anglais, qui voyagent plus, mais avant, on consommait davantage les médias francophones, donc on n'avait pas non plus le même rapport aux médias américains que le Canada anglais, qui, lui, a l'habitude de consommer le média américain puis d'avoir peut-être un portrait un peu plus large de ce qui se passe aux États-Unis, tandis qu'au Québec, on en avait une représentation fortement orientée par, oui, les films puis les produits culturels américains, mais sinon par les médias d'information québécois qu'on consommait davantage que les médias anglophones. Vous parlez des médias anglophones et c'est vrai qu'au Canada anglais, c'est pratiquement une obsession, l'idée de ne pas être américain, même quand ils se regardent dans le miroir, ils ont l'impression qu'il n'y a pas grande différence. Alors que nous, jusqu'à tout récemment, on pouvait pouvoir se dire protégés par la langue française.
On y reviendra, de toute façon, c'est un objet qui est traité plus loin dans le livre. Mais dans ce chapitre-là, sur notre fascination donc pour les États-Unis, que je reconnais par ailleurs, je suis quand même professeur de cinéma, puis le cinéma américain est quand même assez important, et je me plais toujours aussi à rappeler à mes étudiants que selon la Motion Picture Association, donc l'Association des producteurs, nous sommes un marché domestique, même au Québec. Oui, tout à fait. Vous dites qu'il y a un moment précis où, disons, le rapport des médias québécois avec la politique américaine, il y a comme un genre de cristallisation qui s'est faite. Et en parlant de Kennedy, ça m'a fait penser qu'il fallait que j'en parle. Je pense que pour notre génération à nous, c'est-à-dire Mme Carignan, Mme Prémont et moi-même, notre assassinat de Kennedy, c'est le 11 septembre. Et j'ai l'impression que c'est, et vous le dites aussi, c'est ce qu'on vous dit. Pardon? Je sais pas, j'ai pas vécu l'assassinat de Kennedy quand non, même. Moi non plus. Mais c'est ça, nous, c'est le 11 septembre. Moi, je peux vous dire où j'étais. C'est le 11 septembre, c'est ça. Et tout le monde ici, et Jacques pourra vous le dire, où on était le 11 septembre. Moi, j'étais en classe. Et oui, donc c'est ça. Est-ce que cet événement-là, en plus évidemment de ses conséquences géopolitiques, là, dont on vit encore avec les soubresauts, si on veut, est-ce que aussi ce moment-là a comme cristallisé quelque chose d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire que là, OK, là, on va se tourner 24 heures sur 24 vers les États-Unis et un peu par osmose, on va transformer nous-mêmes nos façons de faire de l'information, par exemple. Mlle Carignan, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Mais certainement, je pense que oui, tous ceux, comme vous dites, de notre génération se souvient où on était quand le 11 septembre est arrivé, puis on a un souvenir très précis de ce qui se passait versus quand on regarde les plus jeunes générations qui sont à l'université, maintenant un souvenir construit beaucoup par les réseaux sociaux numériques, par autre chose, mais c'est certain que de voir un événement aussi proche de nous, même géographiquement, et qui a des répercussions partout dans le monde, finalement sur nous aussi, parce que ça crée un sentiment d'insécurité qui va au Québec également, qui a changé à la fois nos normes de sécurité, par exemple, dans les aéroports, dans les lieux publics. Donc, tout cet impact-là fait en sorte que, oui, on se rend compte que ce qui se passe aux États-Unis affecte largement le Québec. Et oui, il y a beaucoup de pratiques aussi qui ont été mises en place avec le 11 septembre, cette amplification de la couverture en direct, de la couverture en continu. Donc, il y a beaucoup de pratiques médiatiques qui découlent du 11 septembre. Les premières photos qui ont été prises et diffusées avec un téléphone cellulaire, les envoyés sur le terrain qui vont faire du direct, c'était la course à la recherche de traducteurs qui pouvaient expliquer la situation, de témoins sur place. Donc, il y a beaucoup de pratiques journalistiques qui ont émergé de cet événement-là aussi, puis qui nous affectent encore aujourd'hui parce qu'ils ont forgé les pratiques journalistiques auxquelles on assiste aujourd'hui. Mais donc, oui, ça a créé une accélération de la nouvelle, puis une impression aussi que ce qui se passe aux États-Unis nous concerne fortement. Donc, cette pression-là à couvrir en direct ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est lié aussi à un phénomène que je pense, vous ne pouvez pas connaître parce que ça fait des années de ça, mais l'arrivée des chaînes câblées d'information continue. Alors là, je vous parle d'un langage ancien, là, alors faudra, je vais essayer de décortiquer ça, mais avant les années 80, aux États-Unis, au Canada, là, aux États-Unis, il y avait 3 chaînes de télévision. Puis au Canada, au Québec, il y en avait 2, essentiellement, 3, peut-être un peu plus tard, là. TVA, Radio-Canada, TQS, à l'époque. Télé-Québec ou Radio-Québec. Enfin bref, il y en avait peu, il n'y avait pas beaucoup de choix. Puis dans les années 80, c'est la chaîne CNN qui est créée aux États-Unis, mais ça va prendre la guerre du Golfe, donc ça va prendre 10 ans avant que CNN démontre tout le potentiel de la chaîne d'information en continu. Donc les gens devaient payer pour s'abonner à CNN, et là, ils avaient des nouvelles 24 heures sur 24, ce qui n'existait pas avant. Donc, on écoutait les nouvelles le soir à 6 heures ou à 22 heures, puis après ça, ça allait au lendemain dans le journal pour savoir ce qui s'était passé. Mais avec les chaînes d'information continue, avec la guerre du Golfe de 1990, là, on a compris ce que c'était de l'information en continu des gens sur place. On pouvait écouter ça 24 heures en ligne, puis avoir l'impression de vivre l'événement. Le 11 septembre, c'est un peu la même chose au Québec, parce que nos chaînes d'information continue à nous ont pris un peu plus de temps à se mettre en place. Oui. Je pense que c'est 96 pour RDI. Je me suis plus exact, de à peu ça, près dans ces 95. années-là. J'en ai interrogé pour ma thèse de doctorat des gens qui étaient à la création d'RDI, puis c'est ce qu'ils se disaient, c'était inspiré directement du modèle américain. Tout à fait. Puis entre autres, le 11 septembre les avait marqués beaucoup parce que c'est là qu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas assez de contacts sur le terrain, à qui parler, des traducteurs. Vite, il faut faire une liste de gens. C'est ça, parce que là, il faut nourrir le temps d'antenne. Et le 11 septembre arrive, et les gens n'écoutent plus Radio-Canada ou TVA, ils écoutent RDI parce que c'est la seule à ce moment-là, parce que là, ils savent qu'à toute heure du jour, ils vont en avoir de l'information. Donc, il y a aussi de ça dans notre fascination, c'est-à-dire qu'on a une plateforme pour pouvoir
pour pouvoir diffuser de la politique américaine. Parce que quand on a juste 2 bulletins de nouvelles dans la journée, on ne va pas prendre la moitié pour parler de ce qui se passe aux États-Unis. Mais quand on a 24 heures, là, on est capable de prendre la moitié du temps pour parler des États-Unis. Ils nous en fournissent du stock, ils nous en fournissent des images du dramatique puis du loufoque. Là. Alors, on est capable d'en diffuser. Donc, il y a ça aussi qui joue sur notre intérêt, c'est-à-dire le temps qu'on a, l'espace qu'on a à consacrer aux États-Unis. Puis, il y a un petit côté spectaculaire aussi à la politique américaine comparativement à notre politique à nous. Là, je vais peut-être trop loin, je vous repasse peut-être les questions de Jannick, là, mais il y a ça aussi. Alors, oui, bien sûr, merci d'avoir répondu à ma question. Et oui, vous avez pris un peu d'avance parce que, bon, sans dire que ça porte sur la présidence précédente à celle de Biden, cette conférence d'aujourd'hui, ce que j'essaie de faire sortir, c'est que cette gradation dans notre intérêt de plus en plus grande passe par de grandes étapes. Le 11 septembre, évidemment, pour le côté tragique, mais aussi directement, qui nous concernait directement. Les frontières étaient fermées, les avions ne volaient plus. S'ils sont capables d'envoyer des avions à 30, même pas 30 minutes de vol de Montréal, ça pourrait nous arriver. Bref, l'attaque était réelle et on était touchés. Oui. On connaissait des gens à New York, on avait déjà été à New York. Oui, voilà. On avait cette proximité-là avec New York. Bien, vous disiez que vous étiez en classe. Bien, je me souviens, moi aussi, j'arrivais à mon cours à l'université à ce moment-là, puis on se faisait dire c'est la guerre, ça y est, ici aussi, là, ça va être détruit. Donc, on voyait l'impact de la proximité, puis l'impression que c'était chez nous là, était très grande. Oui, les étudiants, puis leurs profs aussi, on avait peur. Oui, c'est ça, on avait peur. Et 7 ans plus tard, un autre événement politico-médiatique qui va prendre le monde, un peu par surprise, oui, c'est l'élection de Barack Obama. Et ça, c'est particulier parce que, contrairement à l'autre événement, donc le 11 septembre, où, bien, évidemment, il y avait des conséquences réelles, ne serait-ce qu'économiques, n'est-ce pas? Moi, j'enseigne dans un cégep où l'École nationale d'aérotechnique se trouve. Je peux vous dire que les inscriptions ont chuté dramatiquement. Sans mauvais jeu de mots aéronautique. 7 ans plus tard, donc, un événement qui, au fond, n'a aucune conséquence sur la vie, disons, réelle, la vie quotidienne des Québécois, nous a pourtant fasciné, l'élection de Barack Obama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 11 septembre et son élection pour qu'encore plus que, justement, en 2001, on soit complètement scotché sur nos chaînes de télévision câblées et maintenant sur Internet et qu'on s'intéresse à une campagne politique à la présidence? Bien, entre les deux, il y a eu la guerre en Afghanistan, il y a eu la guerre en Irak, il y a eu George W. Bush, et tout ça était très déprimant. Les gens, on s'est beaucoup moqué de Trump et on l'a défini de toutes sortes de façons, mais avant Trump, George W. Bush n'était pas considéré comme un génie. Là, je m'excuse, mais il y a une députée canadienne qui l'avait traité de moron en chambre. On n'avait pas une très haute estime de George W. Bush. Il faut se rappeler aussi qu'il avait gagné l'élection de 2020 là, par la Cour suprême. Là. C'est toute une saga, l'élection de 2000, si jamais... J'ai dit 2020, je pensais, mais de 2000. Donc, si vous avez l'occasion d'aller lire là-dessus, c'est fascinant. Donc, il a gagné, George W. Bush, en 2000, par 537 voix dans un comté de Floride. Là. Alors, c'est quand même assez spectaculaire. Et là, arrive le 11 septembre, arrivent les guerres. Et le monde était profondément déprimé au début des années 2000. Et Barack Obama arrive et il sait parler. Ça, faut lui donner ça. C'est un orateur extraordinaire et il incarne ce changement, il incarne une nouvelle génération. C'est un Afro-Américain, donc la charge symbolique est très forte. Il y a des élections au Québec à cette époque-là. Tous les chefs de tous les partis se sont réclamés d'une façon ou d'une autre de Barack Obama, du plus à droite au plus à gauche. Donc, il y avait un gain politique à faire de s'accrocher à Barack Obama. Il incarnait un changement, un espoir. On lui a décerné le prix Nobel, là, ça faisait même pas 2 mois, je pense qu'il était élu. Donc, il y avait une volonté qui représente une page qui se tourne, là, parce qu'on venait de vivre un 7-8 ans difficile. Et c'est ça qui est fascinant avec la politique américaine, c'est de voir comment un individu peut incarner une charge symbolique aussi forte, que ce soit positif ou négatif. Là, on a des contre-exemples. Mais donc, c'était un espèce de sauveur. Et on a voulu voir là le bon côté des États-Unis, parce que depuis quelques années, on voit beaucoup de mauvais côtés des États-Unis, mais Barack Obama incarnait tout ce qui était positif, tout ce qui était la force des États-Unis, tout ce qui était ce rêve américain là, qui fait partie des mythes fondateurs des États-Unis. Alors, on a voulu y croire, on s'est rattaché à ça parce que c'était le fun, parce que c'était positif, parce qu'il était cool, parce qu'il parlait bien, puis c'était intéressant ce qu'il nous racontait. Et ça a attiré beaucoup les médias aussi. Et moi, j'ai vu des journalistes, là,
perdre la carte complètement là, en parlant de Barack Obama, là, comme si c'était leur cousin proche, là, ou c'était leur passion secrète. Là, c'est peut-être pas si secrète que ça, mais les gens là, devenaient complètement zinzin là, à parler de Barack Obama. Là. Donc, on a accusé beaucoup les journalistes, par exemple, de l'avoir échappé un peu en parlant de Trump, mais il y en a une couple qui l'ont échappé en parlant de Barack Obama aussi. Donc, il suscitait ça chez les gens. Et puis c'est qu'on parlait de Trump et de Barack Obama de façon complètement différente. Trump, dans les médias québécois, parfois, puis bon, il y a plusieurs chroniqueurs ou, disons, gens de communication qu'on a rencontrés pour l'ouvrage qui vont en parler, mais qui vont dire c'est comme si on le dépeignait un peu comme l'ennemi, l'anti-héros. Puis quand on en parlait, on était très critique à son endroit, même si on sait bon que certains médias ont comptabilisé le nombre de mensonges ou d'inexactitudes. Puis bon, on peut comprendre pourquoi on le dépeignait en anti-héros. Alors que Barack Obama, c'était un peu le contraire. C'est comme si on en faisait un héros parce que justement, il représentait ce que Karine disait, le changement, le fait que quelqu'un qui était complètement différent des autres présidents puisse arriver en poste, mais aussi il y a toute la stratégie communicationnelle derrière qui était fascinante pour le Québec, pour les médias québécois et dont on s'inspire encore aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en politique maintenant au Québec et dans les médias aussi qui sont impliqués dans les campagnes de Barack Obama ou qui ont été assistés à ces rassemblements parce que d'un point de vue communicationnel aussi, il y avait là quelque chose de fascinant. Il savait se mettre en scène. Karine, tu disais, il parlait très bien, mais il savait comment se présenter aussi. Ouais. Donc, on est moins conscient de ça. On critique parfois certains politiciens qui ont contrôlé leur image, mais lui aussi la contrôlait très bien. Donc, les photos étaient très choisies. Son photographe le suivait. On se souvient encore de ses phrases « Yes Weekend ». À peu près tous ceux qui ont connu l'époque Obama se souviennent de ces slogans qui étaient très accrocheurs. Puis ben, c'est un des premiers qui a essayé différentes stratégies sur les réseaux sociaux numériques, donc pour aller rejoindre des nouveaux publics. Alors, c'est très innovant comme stratégie communicationnelle. Et ça aussi, c'est quelque chose de fascinant ici, où notre politique, Karine le mentionnait vite sans vouloir se couper les livres, mais on la voit comme plutôt drabe, elle est très beige, elle n'est pas spectaculaire, la politique canadienne. Nos partis ne sont pas si campés à gauche ou à droite que ça, sont plutôt centristes quand on compare avec les États-Unis. Et cette capacité-là à se mettre en scène et à innover médiatiquement, bien, suscitait aussi beaucoup d'admiration ici. Puis encore aujourd'hui, on le voit, là, il y a des politiciens canadiens et québécois qui s'inspirent de pratiques qui ont été mises en place par Barack Obama, donc c'est pas pour rien qu'on s'y intéressait non plus. Il y en a même qui achètent son logiciel de comptabilisation des électeurs, comme Macron, qui s'en est servi pour se faire élire. Est-ce que vous diriez, Mme Carignan ou Mme Prémont, que c'est à partir d'Obama que l'éducation du public québécois sur les processus, là, les arcanes de la politique, dans ce cas-ci, évidemment, Obama, comment fonctionne une campagne présidentielle, les primaires, tout ça, est-ce que vous diriez que c'est à partir de là où, disons, la connaissance du public québécois a commencé vraiment à augmenter, si on veut, sur des points très précis, très techniques de politique américaine? Mais dans le livre, entre autres, il y a Guy Gendron qu'on a interrogé, qui était correspondant à Washington au moment dont Karine parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quand George W. Bush a gagné les élections par quelques voix puis qu'il y a eu tous ces recomptages-là, et qui disait que c'était tellement compliqué d'expliquer ces processus administratifs-là de recomptage, de comment se passe le vote par État. Donc, il y avait déjà cet intérêt-là et ce début d'explication-là devant un public qui réalisait que aux États-Unis, le système politique est compliqué, puis parfois, ça ne prend pas grand-chose pour faire tourner le vent. Donc, je pense que l'intérêt était déjà là, mais sans doute qu'on a ajouté une couche d'intérêt davantage avec un personnage comme Obama. Puis en même temps, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais il y a une conjoncture particulière en 2008 aussi, c'est que depuis quelques années, existe l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Et là, ça veut dire que pour la première fois, il y a un bassin de spécialistes qui est capable d'aller expliquer ça. Avant, il y avait une personne, 2 personnes qui pouvaient donner une entrevue de temps en temps, mais là, on a l'espace avec ces chaînes d'information continue, ces réseaux sociaux. On a un personnage charismatique, puis on a une dizaine de personnes, des étudiants, des chercheurs, qui ne font que ça dans leur vie, travailler sur la politique américaine, qui sont capables de... La plupart s'expriment plutôt bien, ils sont quand même assez intéressants. Alors, quand on met tout ça ensemble, bien, ça veut dire que là, il y a une offre. Donc, ça va un peu ensemble. Donc, il y a des gens qui sont capables d'en parler, puis qui sont capables d'en parler suffisamment, de façon assez intéressante pour que les gens accrochent à ça, qui en demandent un peu plus. Donc là, on a créé une espèce de système, d'une certaine façon, où on a l'espace et on a les gens pour nous parler des États-Unis, en plus de nous parler de Barack Obama. Et c'est là où, à ma connaissance, on a commencé à diffuser en direct les conventions, les discours sur l'État de l'Union, les débats, parce que là, on s'est dit, il y a quelque chose. Là. Donc, on a aussi, je ne dirais pas créé la demande, mais on l'a en tout cas,
on s'est assuré qu'elle ne meure pas au bout de quelques semaines, là, ça c'est sûr. Donc, on a suscité cet intérêt-là, les médias ont suscité cet intérêt-là, mais il y avait des gens pour l'expliquer, puis il y avait les réseaux sociaux pour que les gens posent des questions de plus en plus pointues aussi, parce que là, avec les réseaux sociaux, bon, on voit ce qui se fait sur CNN, on voit ce qui se fait dans le New York Times, on voit les commentaires de tout le monde, c'est pas toujours une bonne chose, mais on voit quand même plus d'opinions. Alors, on se fait poser des questions un peu plus pointues, puis on est capable d'expliquer plus en détail ce qui se passe, alors que c'était peut-être pas le cas. Puis 2000, c'était peut-être un peu difficile de commencer avec ça pour expliquer le système politique américain, parce que c'était la première fois que ça arrivait, une telle chose. Alors, même les spécialistes ne savaient pas trop ce qui se passait, puis ne savaient pas comment ça pouvait finir, parce qu'on n'avait jamais vécu ça. Donc, c'est arrivé à quelques moments sous Trump aussi, où on se dit, mais je ne sais pas ce qui va arriver. C'est jamais arrivé avant qu'un président fasse ça. C'est pas écrit nulle part quoi faire. Donc, de temps en temps, là, on a des petits suspens. Nous aussi, on a un petit challenge, mais tout ça pour dire que... Et là, il n'y a pas juste l'Observatoire sur les États-Unis de la chair non plus. Il y a le Cerium, mais toutes les universités, aujourd'hui, ont des départements qui ont cultivé, qui ont formé des gens pour parler des États-Unis. Alors, on a tous ces éléments-là ensemble. Je pense que c'est ça qui explique aussi qu'à partir de 2008-2009, on s'y met à s'intéresser davantage à ça. Merci. Et donc, toute cette éducation populaire que, entre autres, les gens de la chaire, du Cerium, de l'Université de Sherbrooke, que vous avez fait à partir des années 2000, on arrive quand même en 2016 et qu'un de vos camarades, comme Raphaël Jacob, juste avant les élections, nous dit que s'il y en a qui pensent que Trump va être élu, il ne comprend pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça, là, moi, le lendemain, il fallait que j'enseigne, le lendemain de l'élection. Puis la veille, j'avais dit à mes étudiants, inquiétez-vous pas, il ne va pas être élu. Là, le lendemain, il faut que je me présente devant ces gens-là puis leur dise, tu sais, visiblement, je ne suis pas bonne pour prédire. Et moi, j'ai tiré plusieurs leçons. Il s'est passé plein de choses, notamment le fait qu'on n'a pas de journalistes en Louisiane, qu'on n'en a pas au Minnesota, qu'on n'en a pas dans le Midwest américain, qu'on n'en ait pas ailleurs qu'à Washington, puis à Los Angeles, puis à New York. Ça a faussé un peu les données. Puis pas juste au Canada, aux États-Unis non plus, ils ne couvraient pas ces éléments-là. Les sondeurs, les maisons de sondage ne faisaient pas de sondage dans ces États du Midwest-là, là où Trump a remporté des voix essentiellement. Donc, il y a un paquet de facteurs techniques, là, mais et c'est ça que je disais aux étudiants, il y a un problème de méthodologie. Quand on parle du biais du chercheur, là, ça, pour moi, 2016, c'est un excellent exemple, c'est-à-dire qu'on était incapable d'imaginer comme chercheur qu'un tel résultat était possible. On n'a pas été capable de se mettre dans la peau des gens qui ont voté pour Trump parce qu'on ne les voyait pas dans les médias, on les entendait pas dans les sondages. Ils n'étaient pas sur le radar, ces gens-là. Donc, ils ont été largement sous-estimés. Et donc, on a largement sous-estimé les effets de la crise économique de 2008, le backlash de l'élection de Barack Obama, parce que malheureusement, l'élection d'un Afro-Américain a donné lieu à des actes racistes et haineux là, en plus grande quantité après. Donc, il y a un backlash raciste aussi. Et on ne l'a pas vu. Donc, il y a un biais du chercheur, il y a des outils qui étaient inadéquats, puis une absence de couverture médiatique aussi qui peuvent expliquer 2016. Je ne suis pas sûre qu'on a affiné nos outils tant que ça, parce qu'on veut continuer de penser que Trump, c'est une aberration du système politique américain. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir là, en revenir, là, puis il va falloir se dire que c'est encore possible, parce que ce qu'on voit de façon plus rapprochée, ce qui était à peu près impossible avant, c'est de voir un président remporter une élection sans avoir remporté le vote populaire. Donc, c'est ce qui est arrivé en 2000, c'est ce qui est arrivé en 2016. Là, en 2020, ça ne s'est pas produit, mais c'est possible que ça se reproduise encore pour toutes sortes de raisons. Donc, il va falloir commencer... C'est pour ça que c'est important d'avoir de la couverture médiatique ailleurs. C'est pour ça que c'est important pour les chercheurs d'avoir des sous pour faire de la recherche terrain. On n'a plus d'argent pour aller passer 3 mois au Michigan ou aller passer 3 mois en Alabama. On n'a plus ces fonds-là pour aller faire de la recherche terrain. Alors, on se concentre là où il y a l'argent, c'est-à-dire sur les côtes, puis on s'en tient aux sujets qui intéressent les organismes subventionnaires, c'est-à-dire des trucs qui se passent sur les côtes, essentiellement à Washington, pour tout dire. Donc, on a perdu ce portrait d'ensemble. Puis je pense que, comme je disais, là, en 2016, on était dans ce biais de chercheurs-là, cette incapacité de notre raison de se dire ce type-là peut être élu. Il ne faudra pas faire la même erreur en 2024. Moi, je ne suis pas prof de politique, encore moins de politique américaine. Je n'ai vraiment pas la connaissance de Karine sur ces enjeux-là.
Mais par contre, d'un point de vue communicationnel, moi, j'ai fait quelques entrevues parce que c'était le contraire. On me parlait de Trump sur comment il contrôle l'agenda médiatique, comment sa présence sur Twitter influence les médias, comment parfois on a l'impression qu'il a occupé beaucoup de place à un niveau communicationnel avant les élections, même si on s'en moquait en même temps, puis on disait non, il n'y a pas de chance de gagner. Bon, est apparu aussi toute l'enjeu sur la désinformation puis le terme fake news dans les élections de 2016. Et je me souviens, entre autres, une entrevue où, bien évidemment, c'est le classique, là, on essaie toujours de nous faire un peu sortir de notre champ d'expertise. Parfois, en entrevue, mais on m'a demandé est-ce que Trump va gagner. Je parlais de sa présence médiatique. Je disais, mon opinion ne vaut rien là-dessus. Je suis ni sondeur, ni professeur de politique américaine, mais d'un point de vue communicationnel, on ne serait pas surpris. Alors, j'avais dit la même chose à mes étudiants. Mais parce que c'est ça, quand on le regarde d'une autre lunette, bien, c'est là la préoccupation, c'est qu'il a trouvé une façon de contourner aussi le discours médiatique officiel, de contrôler l'agenda médiatique aussi, parce qu'un tweet de Trump devenait une nouvelle jusqu'à temps qu'il soit, bloqué après ce qui est arrivé au Capitole quand il y a eu l'insurrection. Mais donc, il y avait vraiment une façon de contrôler l'agenda médiatique, puis aussi de dénigrer les médias traditionnels, donc de jouer sur la confiance du public envers les institutions. Puis on sait que quand on est méfiant envers les institutions, mais parfois on peut davantage pencher là, dans nos croyances vers des thèses alternatives qui ont souvent été très appuyées par Trump aussi. Donc, c'est pas surprenant. Puis là, quand on regarde, bien, ça pourrait arriver qu'il se représente là, aux élections. C'est une possibilité. Là, il lance son média social et vraiment, Truth, le réseau social que Trump vient de mettre sur place, est déjà très en attente, très populaire. Bon, ça pourrait être un flop parce qu'on sait que normalement, les réseaux sociaux numériques étaient très, très à droite, très campés politiquement, n'ont pas été des grands succès hors de leur bassin là, qui visait au départ. Mais bon, en sachant que là, c'est un réseau qui va être porté par un ancien président des États-Unis, mais ça ne veut pas dire que le débat s'arrête là. Donc, il ne faudrait pas se surprendre qu'il revienne dans le paysage médiatique, puis que l'impact, c'est ce qui fait en sorte que je pense que oui, il faut chercher peut-être du côté politique, mais les chercheurs en communication, on a peut-être une importance à ce niveau-là aussi, pour comprendre un peu l'ensemble. Oui, puis les politologues, là, on s'imagine là, qu'on est capable de prédire des affaires. Là. Je ne vais pas parler pour M. Provost parce que peut-être a-t-il des capacités de prédictives plus élevées que les miennes, mais les politologues, en général, on n'est pas super bons là-dedans, là, prédire. Surtout quand on est bon pour expliquer, on est bon pour voici les options, voici les scénarios, voici, bon. Mais prédire, c'est très difficile parce que les comportements humains, par définition, sont souvent imprévisibles, là, et on est tributaire des outils avec lesquels on travaille aussi. Donc, à partir du moment où nos outils fonctionnent pas, et en même temps, les sondeurs nous ont dit, en 2016, nos chiffres étaient bons, mais le système politique américain, avec le collège électoral, avec le vote populaire, etc., ça donne un poids un peu plus important aux petits États versus les plus populeux, et ça se joue là, à quelques pourcentages près. Là, Trump a gagné l'élection à peu près avec, on parle de 80 000 votes, là, si ma mémoire est bonne, là, dans 3 États. C'est ça qui a fait la différence. Donc, ça, on ne peut pas le prévoir, la journée électorale, ce qui va se passer. Mais comme je vous dis, là, il y a beaucoup d'éléments dans tout ça qui faisaient en sorte que on ne pouvait pas s'imaginer une telle chose. Puis évidemment, Raphaël, on lui en parle encore de cette prédiction-là. Mais ça, c'est un effet médiatique aussi. C'est-à-dire que, bon, puis Raphaël, là, entre vous et moi, là, c'est un bon communicateur. Là, il donne son petit show, puis c'est bien le fun, mais les journalistes nous amènent souvent, quelquefois, à trancher. Ils n'aiment pas ça, le neutre, les journalistes. Ils nous invitent pour qu'on donne notre opinion, puis nous, comme chercheurs, on veut pas la donner parce qu'on n'a pas vraiment d'opinion. Voici ce qui se passe, voici ce que ça veut dire. Maintenant, pas mon pays, les États-Unis, il se passera ce qui se passera, là. Mais tout le monde était d'accord avec Raphaël. C'est ça que je veux dire, tu sais, c'est-à-dire que lui, il l'a dit. Moi, je ne l'aurais pas dit parce que je suis plus réservée peut-être que lui, mais tous les... Pas dur à battre, vous allez me dire, mais inquiétez-vous pas, tout ce que je dis ici, je lui dirais aussi directement, il n'y a pas de souci. Mais donc... tous les spécialistes, ou presque, tous les politologues étaient d'accord avec lui, puis ils se disaient, il n'y a aucune chance que ça se passe. Et je me rappelle, j'étais sur le plateau de Patrice Roy lors de l'élection 2016, et Patrice Roy nous avait dit, j'ai apporté du champagne, on va pouvoir célébrer la victoire de la première femme présidente, puis Michel C. Auger qui nous a dit, 10 heures, on est parti, puis ça va être fini, parce que Clinton va gagner à Floride, puis on n'entendra plus parler. Bien, c'est pas ça qui s'est passé pantoute. On n'a pas bu de champagne, mesdames et messieurs. On n'était pas tellement partés à 3 heures du matin quand on a quitté le studio. Donc,
Raphaël, t'es pas le seul à penser ça. Là. C'est le message que je voulais communiquer. Puis un autre élément qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que les journalistes aussi vont avoir retenu de ça. Parce que dans l'ouvrage, dans les entretiens qu'on a fait, ça revient souvent le rôle des médias par rapport à tout ça aussi. Est-ce que Trump est un personnage tellement atypique? Lui aussi, hein, si Barack Obama était capable de faire une stratégie de communication d'une certaine façon, bien, Trump aussi, le Make America Great Again, puis contrôler les réseaux sociaux, il l'avait, ça. Et beaucoup de journalistes se mordent les doigts parfois d'avoir entré dans son jeu, c'est-à-dire que c'est comme je disais, il dictait l'agenda en partant des débats sur Twitter qui parfois éloignaient des vrais débats politiques, éloignaient des vrais sujets d'actualité. Est-ce qu'on est embarqué là-dedans et on l'a trop couvert de la façon dont il voulait? Est-ce que lui aussi est arrivé à susciter là, une espèce de méfiance envers les médias en les décrédibilisant à chaque fois qu'ils lui étaient défavorables, en contrôlant les conférences de presse? Donc ça aussi, ça va dicter la suite de la politique, c'est-à-dire est-ce que les médias vont réembarquer dans le piège de recouvrir à chaque fois qu'ils essaient de prendre la parole puis de participer à de l'événement. Bien, on peut se questionner on le voit encore. Déjà. On le voit On déjà. encore dernièrement, son appui au convoi d'Ottawa, par exemple, bien, ça a encore fait la manchette. Donc, il arrive encore là, à revenir dans l'agenda puis se positionner. Est-ce que vous diriez que beaucoup plus que Barack Obama, que Donald Trump est le premier président de l'ère Internet? C'est-à-dire que sa maîtrise de ce nouveau moyen de communication-là était telle que même pu battre les réseaux classiques. Mais je trouve que c'est difficile à dire. Marie-Ève pourra mieux répondre que moi, sans doute, mais je trouve que c'est difficile à dire parce que ça bouge tellement vite en termes de communication qu'on ne peut pas comparer la même chose. Twitter, sous Obama, c'était pas grand-chose. Là. Donald Trump est arrivé, puis Twitter, c'était un réseau qui était à toute fin pratique donné comme mort. Il n'y a pas grand-chose qui se passait là. C'est Facebook qui était surtout important et populaire sous Barack Obama. Donc, pour moi, c'est difficile de dire c'est le premier, parce que les réseaux n'étaient pas les mêmes. Le nombre de personnes sur ces réseaux-là n'était pas le même non plus. Si Donald Trump s'était présenté en 2000, est-ce qu'il aurait réussi à rallier autant de monde? Est-ce que si Obama s'était présenté juste en 2016, mais Hillary Clinton aussi avait ces outils-là. Donc, je pense qu'il y a un génie médiatique clair qui vient de son background aussi, là, puis qui vient de la personne qu'il est. Et c'est un type qui n'a pas de pudeur. Là. C'est un type qui détournait les réseaux à son propre avantage, alors que la fonction présidentielle ne sert pas à ça et que les autres présidents ne l'ont pas fait. Là. Donc, Trump n'avait pas de pudeur, n'avait pas de scrupules, plutôt. Mais je ne sais pas si je pourrais dire... Je pense que c'est lui qui a le mieux réussi, mais est-ce que les outils sont pareils? Bien, je serais curieuse, moi aussi, d'entendre ce que Marie-Ève va dire là-dessus. Je pense que de ça, ils ne se sont pas servis des outils de la même façon non plus. C'est-à-dire que Barack Obama a su intégrer les réseaux sociaux numériques à ses stratégies pour faire campagne, pour aller rejoindre les plus jeunes publics, innover, tandis que Trump, c'était plus pernicieux, c'est-à-dire que lui, c'était vraiment pour influencer l'agenda public, pour essayer de prendre de la place, puis parfois, bien, c'est ça, sans inhibition, il allait dire ce qu'il pensait, et on dirait que ça aussi, ça attisait la curiosité des gens. Dans le livre, plusieurs intervenants, entre autres en com, en parlent, mais ils vont dire... On le suivait comme un débat parce qu'on se disait quelle absurdité il va encore dire, quelle aberration, comment un président des États-Unis peut parfois mentir de façon aussi éhontée ou dire des choses qui semblent vraiment grossières et sans scrupules. Finalement, c'est ça, sans barrière. Ouais. Et donc, ça créait aussi une espèce d'engouement parce qu'il y avait le don de susciter ça, le fait que les gens veulent le suivre puis embarquent un peu dans son manège. Finalement, il a réussi à manipuler un peu le discours public, donc il y a ça aussi, consciemment et inconsciemment peut-être parfois. Et Twitter était quand même pas la plateforme la plus populaire quand Trump est arrivé, mais on l'a tout de suite associé à lui à cause de, disons, sa suractivité sur cette plateforme-là. Mais même si c'était pas la plateforme qui rejoignait autant de gens que, par exemple, Facebook, c'était la plateforme où tous les médias étaient, où les grandes institutions étaient. Donc, il y a aussi ça, il y a le fait qu'il était sur une plateforme qui allait rejoindre le bon public pour en faire parler puis faire écho. Puis bon, après ça, il s'est mis à repartager aussi ce même genre de messages sur d'autres plateformes comme Facebook, mais il y avait aussi ça, c'était probablement la bonne plateforme pour aller rejoindre les gens chez qui il voulait faire écho, les médias, donc, par exemple, de droite allaient forcément en parler parce qu'ils étaient derrière lui, mais là, souvent, c'est l'odieux parfois des médias, si un média en parle, l'autre veut en parler. Puis là, c'est à ce moment-là où tout le monde se met à relayer des messages qu'on pourrait peut-être questionner ce qu'on devait à la base les relayer, et c'est aussi ça...
que dans le livre, plusieurs journalistes nous ont raconté, c'est que si on n'en parle pas, on sait que les autres médias vont en parler, alors on se sent un peu obligé d'en parler parce qu'on ne veut pas se faire dire « vous n'avez pas parlé d'un enjeu important ». Et là, c'est aussi la concurrence. Tout à l'heure, on expliquait quand le développement des chaînes en continu est apparu, tout ça, bien, les autres médias ont dû réfléchir à leur rôle. Les journaux sont devenus davantage des médias qui vont analyser les événements, les faits, la radio aussi, mais il est resté quand même cette tradition-là de vouloir être l'exclusivité. Donc, il faut en parler absolument. Si les autres en ont pas parlé puis qu'on en a parlé, on sent qu'on a gagné des points. Et là, bien, Trump avait quand même drôlement bien compris ça pour dire, bien, je vais attirer l'attention, puis tout le monde va vouloir en parler pour dire, bien, on a été ceux qui ne sont pas passés à côté puis qui sont les premiers à parler d'un enjeu. Donc, il avait quand même choisi la bonne plateforme pour ça, à mon avis. Merci. Vous avez parlé de la grande surprise que cette élection-là a causée, et entre autres, une des raisons pour lesquelles c'était si surprenant, c'était qu'on connaissait finalement très peu ou très mal, ou pas assez bien, l'ensemble des États-Unis, n'est-ce pas? Donc, sans parler d'un mea culpa, c'était un peu l'esprit, et c'est ce qu'on lit dans plusieurs interventions des journalistes et spécialistes qui sont cités dans le livre. Mais maintenant, est-ce que vous sentez qu'il y a je ne sais pas, on renforcit, si on veut, la présence des médias québécois dans le cœur des États-Unis pour mieux comprendre? Non? Okay. Non. Je continue pas, là, c'est non. C'est non. Mais en fait, j'en parlais tout à l'heure, les médias n'ont pas plus de moyens financiers qu'avant la pandémie, c'est même pire. Donc, d'avoir la volonté d'investir puis d'envoyer des journalistes sur le terrain, c'est difficile, ça prend de l'argent, ça prend un soutien. Le journalisme d'enquête, on se bat de plus en plus pour en faire. Il y a des initiatives qui essaient de financer des journalistes d'enquête. Donc, la même chose, avoir une présence soutenue dans des terrains qui ne sont pas des terrains, en ce moment où on a notre attention, là, des terrains de conflit, des terrains clés politiquement, mais ça devient vraiment difficile. Puis, ce n'est pas une mauvaise volonté ni des entreprises de presse qui juste misent sur ce qui est le plus payant à court terme parce que c'est là qu'il faut être. Puis sur les journalistes qui, bien, ça serait payant d'y aller, mais ils n'ont pas nécessairement toujours les moyens financiers de le faire. Puis les professionnels de l'information ont quand même cette volonté-là. On en a rencontré dans le livre qui avaient des initiatives super intéressantes pour les dernières élections, par exemple, d'aller vraiment passer quelques temps sur le terrain, rencontrer les gens, faire vraiment plus du documentaire, de l'investigation, des trucs plus innovants, mais c'est ça, ça prend des moyens. Donc, je pense que parfois, oui, il y a une mauvaise volonté, c'est-à-dire qu'on est tellement concentré dans l'actualité puis dans ce qui est spectaculaire qu'on oublie de s'intéresser aux enjeux à long terme, mais il y a aussi quand même, à côté de ça, un manque de moyens qui est en place. Ça, il faut le reconnaître, là, forcément. Mais en fait, je ne suis pas dubitative sur la volonté, c'est juste parce qu'en même temps, moi, il y a quelque chose qui me mystifie chez les médias, c'est... Malgré le grand nombre de chaînes, malgré le temps qu'on a, toujours juste un sujet à la fois. C'est un peu là, moi, qui est mon questionnement. Bien, là, ça a été Trump pendant 4 ans, là, parce que là, tout le monde était obsédé par ça. Évidemment, la pandémie, vous allez me dire, ça valait la peine qu'on s'obsède un peu là-dessus. Là, après ça, c'était le convoi. Après ça, c'est l'Ukraine, on en a parlé tantôt. Puis, je ne dis pas que ces sujets-là ne méritent pas d'être abordés, pas du tout, mais c'est toujours, on dirait que c'est en silo, on dirait que c'est un sujet à la fois. Donc, les journalistes, il y en a qui disaient, c'est un peu comme être pompier, tu vas éteindre des feux. Là, c'est à Washington que ça brûle, demain, ça va être à Paris, après ça, ça va être à tel endroit, tel autre endroit. Puis parce qu'il y a ce manque de moyens-là, oui, on ne peut pas tout couvrir à la fois. Ça, je le comprends bien. Mais en même temps, moi, c'est un peu ça ma petite roche dans le soulier, là. Il me semble qu'on pourrait couvrir, peut-être de façon moins spectaculaire, là, ou moins intensive, quelque chose pour en couvrir d'autres en parallèle, parce qu'il se passe plein d'autres choses en même temps dans le monde, là. Ça, c'est pas une nouveauté. Puis ça, pour moi, c'est un phénomène qui est médiatique, que je m'explique mal, à part... Puis les médias n'ont pas toujours eu pas d'argent, là. Mais ça fait des années que des journalistes plaident pour avoir plus de correspondants à l'étranger parce qu'on a besoin de ces correspondants-là pour être sur place, pas juste arriver au moment de la crise puis chercher des sources puis essayer de comprendre ce qui se passe, mais de connaître le terrain. On voit toute la différence. Là, les journalistes qui sont depuis longtemps sur le terrain n'ont pas du tout la même approche, la même façon de couvrir que ceux qui arrivent en pleine crise puis qui c'est là maintenant que tu couvres. Ça fait longtemps que des journalistes le demandent puis qui n'ont pas ces moyens-là, malheureusement. Puis ça permettrait aussi d'avoir tout à fait là, des reportages super intéressants sur des pays, des États, des enjeux, sans être en crise nécessairement, mais les médias n'ont pas toujours cette volonté-là. Puis en même temps, d'un autre côté, quand on regarde des études en journalisme qui montraient des médias qui sont plus sur des enjeux moins d'actualité, mais généraux, qui essaient de montrer des bonnes nouvelles, bien, c'est pas ça qui suscite le plus d'intérêt du public, malheureusement. Fait que forcément, les médias cherchent aussi la cote d'écoute. Donc, la cote d'écoute est plus dans la crise en Ukraine que dans comprendre un enjeu de fond
d'un État un petit peu obscur aux États-Unis, malheureusement. Donc, ça joue aussi dans les choix éditoriaux. Parce que, bon, ben c'est ça, on doit nourrir la bête, mais on doit aussi la nourrir financièrement, là. Alors, c'est un problème, forcément. Puis je pense qu'il y a un intérêt des professionnels de l'information à faire des trucs plus de fond, puis être plus sur le terrain, mais ça ne se concrétise pas toujours, là, manifestement, dans la volonté des patrons, puis dans ce qui se passe vraiment. Et c'est le problème, souvent, en plus, de toute façon, dans les médias, en ce moment, une nouvelle internationale devient l'actualité internationale. Fait que, c'est pas une nouvelle aux États-Unis, parce que dans le livre, on a les deux côtés. Ça a l'air un peu de se contredire, puis ça se contredit pas tant. En fait, il y a des spécialistes qui nous disaient bien, les États-Unis sont devenus notre actualité internationale. Donc, si on parle de l'international, on parle des États-Unis vrais, par exemple, sous Trump. Mais faux, si par exemple, il y a une grande crise en Ukraine, mais l'actualité internationale, c'est l'Ukraine puis la Russie, parce qu'on est tellement monopolisé sur ces nouvelles-là qu'on oublie tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, comme si le monde avait arrêté de vivre au même moment, alors que l'international, c'est large, puis on pourrait en parler longtemps. Merci. Supposons que les grands médias québécois avaient suffisamment d'argent pour envoyer plus de correspondants. Ils pourraient couvrir donc les sujets que vous appelez de vos voeux, Mme Prémont, là, qui pourraient être couverts. Alors, ces sujets-là qui sont un peu négligés, et ma question s'adresse aussi à Mme Carignan, ce serait quoi? Qu'est-ce qui manque dans la couverture, par exemple, actuelle, sur les États-Unis pour nous aider à mieux les comprendre? C'est vraiment les enjeux sociaux et les enjeux économiques. Essentiellement, on entend parler ici de racisme ou d'avortement ou d'armes à feu quand il y a des catastrophes ou quand il y a des lois très strictes qui sont adoptées, mais on a une vision très québéco-canadienne sur ces enjeux-là. On a déjà une opinion bien arrêtée, généralement, sur ce genre de sujet-là, mais on n'a pas... Et souvent, les journalistes, quand ils vont couvrir ces sujets-là, et je pense que c'est Alain Gravel qui l'avouait, il dit, moi, j'allais couvrir ça, puis j'y allais avec mes idées reçues, mes préjugés, puis ça n'a pas de bon sens, faire des affaires de même, ça n'a pas de bon sens, défendre le port d'armes, etc. Fait que j'allais là, puis je les jugeais, jusqu'à temps que je me mette à parler aux gens, puis à comprendre ce qui se passe. Même chose pour les enjeux économiques. Je pense que c'est Laura Julie Perrault de la presse qui disait, bien, moi, quand je suis allée faire du terrain aux États-Unis, j'ai parlé à des entrepreneurs qui votaient pour Trump en 2016. C'est pas la caricature qu'on en faisait dans les médias de gens pas intelligents puis pas éduqués. Là. C'est des gens qui avaient des intérêts très précis à défendre puis qui choisissaient le meilleur candidat possible pour les défendre, ces intérêts-là. Donc, c'est ce genre d'analyse plus fine qu'il faut faire, essayer de parler davantage aux gens, puis essayer d'aller dans les régions, justement, qui sortent un peu des sentiers battus, mais d'essayer de comprendre les logiques, les rapports de force qui sont derrière les enjeux sociaux et les enjeux économiques. Je pense que c'est ça qui nous donnerait un meilleur portrait de la société. Et Radio-Canada, on a fait des reportages comme ça, là, à la veille de l'élection. Il y avait eu une émission spéciale, on en parle dans le livre, une émission spéciale en septembre. Il y avait une dizaine de reportages où, là, on avait été dans des lieux moins... moins habituel. On avait posé des questions. Il y a eu du bon reportage de fond, mais c'est ça prend de l'argent, ça prend du temps. Puis pendant que vous êtes correspondant à Washington, là, vous avez pas le temps d'aller en Oregon, puis vous n'avez pas le temps d'aller au Nebraska, puis vous n'avez pas le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, ça devient difficile de gérer un aussi grand pays avec aussi peu de ressources sur le terrain. Mais c'est ce genre d'enjeux-là, je pense, qui sont de meilleurs indicateurs de ce que sont les États-Unis que ce qu'on fait habituellement. Tout à fait d'accord avec Karine. Puis l'autre problème qui démontre l'importance de ça, que plusieurs chercheurs, notamment en communication qu'on a interrogés dans le livre, disent, mais c'est l'observation que en plus, les enjeux sociaux qui se passent aux États-Unis deviennent un peu nos enjeux sociaux. On reporte les débats chez nous. Donc, la question de l'avortement, bon, on y fait quand même écho ici au Parti conservateur, dans d'autres débats. Quand Black Lives Matter arrive aux États-Unis, ça se répercute chez nous. On commence à avoir des questionnements sur le racisme systémique. Puis là, ça va se transformer même ici, avec la question autochtone qui est un peu différente. Mais on est très proche des débats sociaux américains. Puis ils deviennent souvent nos débats alors que le contexte est très différent. Donc, il faut être sensible à ça parce que ça montre qu'on a sans doute besoin encore plus de comprendre ce qui se passe aux États-Unis puis de l'analyser parce qu'on se l'approprie beaucoup. Et certains chercheurs disent encore plus dans le Canada anglais, mais de facto, le Canada anglais, c'est tout notre système politique, donc ça a un écho aussi au Québec. Et ça nous amène à l'autre besoin qui est évoqué dans le livre, qui est vraiment important selon moi, c'est oui, il faut traiter ces enjeux américains-là, mais il faut les traiter aussi avec une lunette québécoise. Ouais. C'est ce que certains journalistes disent, on a parfois très bien fait, puis on a parfois oublié de faire. Donc, oui, c'est bien de parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais comment ça nous affecte, nous? C'est un peu la coloration que les médias québécois peuvent donner à ces questions d'actualité-là, puis qui devient vraiment intéressante puis importante pour nous. Donc, si je parle
de Black Lives Matter, par exemple, bien, comment nous, on peut le comprendre, qu'est-ce qui se passe chez nous, comment on le met en parallèle avec nos questionnements sociaux, qu'est-ce qui est différent dans notre système que dans le leur. Si je parle de l'économie américaine, bien, comment elle nous affecte, comment ça nous concerne, en quoi ça nous concerne. Donc, c'est vraiment cette lunette québécoise-là qu'on doit aussi ajouter à la couverture américaine et qu'on ne fait peut-être pas toujours assez dans les médias québécois, mais qui ajoute là une valeur ajoutée à ce qu'on n'écoute pas CNN, mais on écoute Radio-Canada, TVA, peu importe le média qu'on choisit, mais qui donne une coloration locale puis qui fait « OK, je comprends pourquoi ces débats-là, même s'ils se passent dans un autre pays, me concernent aussi, finalement. » Merci. Et merci pour cette réponse là, très détaillée, justement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais on lit à certains moments dans votre livre, il y a un aspect qui m'a beaucoup touché, c'est probablement parce que je donne un cours de journaliste sur le terrain. On nous dit que ces jours-ci, aux États-Unis, les journalistes sont reçus avec une certaine hostilité. Ouais. Est-ce que ça, bien évidemment, malgré le fait que ça bloque, si on veut, la libre accès de l'information, et puis bon, ça empêche le travail journalistique nécessaire à la démocratie, mais est-ce que pour des universitaires comme vous aussi, ça risque d'avoir une répercussion, par exemple, sur vos recherches ou votre travail? Bien, ça aussi, ça m'a un petit peu ébranlé quand les gens nous ont raconté ça, notamment, je pense que c'est Yannick Béraud qui est en Arizona puis qui doit se promener avec des gardes du corps là, parce qu'elle est représentante d'un média. Donc, des gens qui n'ont jamais senti l'hostilité sur le terrain, qui se mettent à la sentir quand ils vont des rassemblements de Trump, par exemple. Bon, il y en a qui disent « tu te laisses brouffe un peu, c'est pour faire du show, un peu de boucan, etc. » C'est comme de bonne loi de se moquer ou d'intimider des journalistes, mais il y en a qui ont vraiment eu peur, qui ont été vraiment intimidés. Puis ça, pour eux, c'était relativement nouveau. Nous, on le voit, moi, j'ai fait, avant la pandémie, moi, je fais surtout du travail en archive. D'habitude, c'est pas bien dangereux, là, faire du travail d'archive, mais pas ma vie en danger, rassurez-vous, là. Mais souvent, il y a j'en profite, tandis que je suis dans les bibliothèques présidentielles, il y a souvent des conférences qui sont données, puis j'assiste à ça quand je peux. Puis, à un moment donné, il y avait une conférence, j'étais à la bibliothèque de Nixon, puis il y avait une conférence de Newt Gingrich. Ça vous dira probablement pas grand-chose, mais c'est un des types... qui était Trumpiste avant l'heure, d'une certaine façon, un ancien speaker républicain de la Chambre des représentants sous l'administration Clinton, puis qui a lancé cette espèce de n'importe quoi, puis n'importe comment pour nuire à l'adversaire. C'est un peu sa tactique, là. Et il faisait une conférence, et c'était en octobre 2016. Donc, on était en termes de timing. Puis moi, je suis là avec mon étudiante, puis on fait nos smarts, on parle en français, puis on se moque un peu de tout le monde, puis, tu sais, bon, on n'est pas très professionnels, je tiens à le dire, là, ça, c'est clair. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on était l'objet de beaucoup d'attention autour de nous. Parce que là, tu vas dans une conférence comme ça, c'est des gens qui sont en faveur de ce genre de discours parce que le type en question venait de sortir un roman où les islamistes s'étaient emparés de la Maison-Blanche, puis bon, feu de prix, là. Puis qui disait « Trump va gagner », etc. Puis moi, j'aurais dû allumer à ce moment-là, mais visiblement pas. Donc, et là, on s'est mis, à un moment donné, on a senti une espèce d'hostilité de la salle, de dire, OK, nous, on arrive ici, on n'est pas chez nous, là, puis on juge, puis on se moque, puis on ne parle pas anglais, puis les gens nous regardaient un peu étrangement. Puis je disais à mon étudiante, je pense qu'on va se mettre à applaudir au bon moment, puis on va se mettre à parler anglais, juste pour... Puis quand on est à la fin de la conférence, on est sortis, puis il y a des gens qui sont tout de suite venus nous voir. On s'est sentis un petit peu assiégés. Puis vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? Puis etc. Puis vous venez d'où? Puis là, on a expliqué un peu ce qu'on faisait. Puis les gens, après ça, étaient très sympathiques. Là, mais c'est-à-dire qu'on prend souvent pour acquis, en tout cas, moi, je prenais souvent pour acquis que tous les Américains pensaient comme moi, là. Mais non, c'est pas... Non, justement, notre biais de chercheur, encore une fois, là, il est facile à... Il apparaît facilement, là. Donc maintenant, j'essaie de... Quand je suis retournée après l'année suivante, même si j'étais en Californie, ils ne sont pas tous démocrates en Californie ou ils ne pensent pas tous du mal de Trump en Californie. Donc, c'est d'essayer vraiment de mettre dans la peau des gens, ou en tout cas de mettre en état d'écoute, plutôt que dans un état de jugement. C'est pas toujours facile, mais donc on sent qu'il n'y a peut-être pas une hostilité, mais peut-être une tolérance moins grande aux discours différents. Mais après ça, quand on parle avec les gens, tout est beau, là, puis c'est friendly, c'est sympathique, tout ça, mais je pense qu'il faut, justement, il faut être dans cette écoute-là. En même temps, moi, je ne fais pas un travail... je ne suis pas journaliste, là, je ne suis pas représentante des médias, donc il n'y a pas cette hostilité ou ce préjugé-là de la part des gens à mon endroit non plus. Les chercheurs, ils trouvent ça curieux. Depuis quand pourquoi les Canadiens s'intéressent à la politique américaine? Parce que, disons, que si on ne s'y intéresse pas, ça va quand même nous affecter. L'inverse est moins vrai, là. Donc,
Donc, c'est pas de menace pour eux d'être une chercheure canadienne, là. Mais on le sent un petit peu. On a moins d'accès. C'est très difficile, nous, d'interviewer. Un peu comme les journalistes le disaient, les animateurs d'émissions le disaient dans le livre, c'est difficile d'avoir des voix républicaines qui s'expriment. Nous aussi, c'est difficile d'avoir accès à des chercheurs républicains ou des think tanks républicains ou d'avoir des données républicaines parce qu'ils sont toujours un peu méfiants, sont toujours un peu hostiles. Alors, on est pris un peu avec ça, avec pas beaucoup de données du camp conservateur ou du camp républicain, de la même façon que les journalistes. Une longue réponse, là, pour ne pas dire grand-chose, mais c'est quand même... voilà. Mais moi, je vais répondre autrement. Oui. Je partage votre réalité de prof de journalisme, donc cette préoccupation-là. Puis, forcément, je vais m'éloigner un peu du livre, parce que oui, il y a le constat du livre, mais je pense qu'il y a un constat plus global en ce moment, c'est-à-dire qu'on a une crise de confiance dans les institutions. Elle est là aux États-Unis, elle est là au Canada, peut-être à moins grande échelle. En tout cas, dans tous les sondages populationnels qu'on a fait, nous, avec mon équipe, depuis le début de la pandémie, on le voit dans plein de pays, beaucoup plus fort aux États-Unis que chez nous, mais la confiance est de plus en plus faible, puis elle diminue envers le gouvernement, les instances politiques, envers les chercheurs que nous sommes, envers les médias en particulier. Si vous prenez les derniers sondages de confiance des professions, Edelman, bien, c'est envers les pompiers qu'on a le plus confiance. Souvent, bien, c'est des pompiers volontaires qui ne sont pas tant formés, puis on fait moins confiance aux médecins, puis encore moins aux médias. Donc, on a un problème qui est généralisé de confiance. Puis cette confiance-là, bien, crée un fait que de plus en plus, on légitime de contester. Puis là, depuis le début de la pandémie, on le voit, c'était présent aux États-Unis avant la pandémie sous Trump, c'était présent au Québec aussi dans divers événements, mais là, ça s'est accentué, cette hargne envers les professionnels de l'information puis les médias qu'on voit comme des ennemis à qui on donne toutes sortes de qualificatifs un peu grossiers. Et donc, ce qui se passait aux États-Unis, des journalistes avec des gardes du corps pour couvrir des rassemblements, bien là, pendant la pandémie, c'est au Québec que ça se passe, là, des journalistes avec des gardes du corps. À Québec, à Ottawa, il y en a plein maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais le journaliste qui se fait pousser, comme on a vu dernièrement, Richard Latendresse. Avant ça, des journalistes qui se font enlacer contre leur volonté dans une crise de COVID. TVA Nouvelle est obligé de banaliser ses camions parce qu'ils sont fait tellement souvent vandaliser leurs camions que là, maintenant, ils ne mettent plus que c'est TVA Nouvelle. Il y a beaucoup de journalistes qui essaient de se faire passer incognito sur le terrain pour protéger leur propre sécurité. Donc, c'est un problème qui est rendu beaucoup plus large que ce qui se passe aux États-Unis. Puis je pense que c'est important d'en avoir conscience parce que ça prouve que dans la société, on ne comprend pas bien le rôle des médias. On ne comprend pas nécessairement quelle source d'information est égale à une autre ou choisir la source d'information. Après, moi, je pense que les gens peuvent décider, est-ce que moi, c'est à ça que je fais confiance ou à ça, il n'y a pas de problème, mais au moins que je comprenne qui a écrit l'information, avec quel intérêt politique, économique, social, autre. Mais aussi comprendre c'est quoi qui fait un journaliste, parce que c'est un peu obscur pour beaucoup de gens, puis c'est ce qu'on se rend compte quand on est prof en journalisme. Comprendre que les journalistes ont des codes de déontologie qui sont censés respecter certains principes professionnels qui, en général, les journalistes tiennent beaucoup à leur indépendance, tiennent beaucoup justement à montrer qu'ils ont choisi ce métier-là qui n'est pas toujours facile puis qui n'est pas payant quand on regarde beaucoup d'autres métiers, à part d'être le chroniqueur vedette de la presse. La plupart n'ont pas des si gros salaires que ça pour ce qu'ils font. Mais on se fait mal expliquer c'est quoi leur travail, c'est quoi les normes professionnelles, le fait qu'un journaliste est censé avoir contre-vérifié 3-4 fois les sources, le fait qu'il y ait des enquêtes journalistiques qui ne sortent pas parce qu'elles ne passent pas la rampe au niveau légal dans les entreprises de presse. Donc, il y a tout un fonctionnement qu'on ignore qui contribue à cette méfiance-là où on a l'impression que les médias sont financés par le gouvernement alors que c'est une petite partie de leurs revenus versus la publicité, les abonnements et plein d'autres choses. Donc, cette méfiance-là est présente aux États-Unis, mais aussi présente chez nous. Ça, c'est un problème qu'on doit réfléchir là, à long terme parce que ça a un impact sur toute notre confiance envers le système politique, la démocratie, la résilience démocratique, finalement. Il y a plus largement, je dirais, il y a toute la question du rapport à l'expertise aussi derrière ça. Les professeurs en classe se font souvent dire « mais moi, j'ai regardé sur Internet, puis c'est pas ça. » Puis ma propre mère participe à ça parce qu'elle me demande mon avis. Après ça, elle demande son avis à son ami. Puis le plus souvent, elle préfère croire son ami. Alors, puis elle est bien fine, son amie, mais elle ne travaille pas en politique américaine. Fait il y a tout ce rapport à l'expertise. Puis ça, c'est un des héritages de Trump aussi, d'avoir sapé la confiance des gens envers l'expertise, en ridiculisant, par exemple, le docteur Fauci ou en contestant les données scientifiques. Bien, tout ça est instrumentalisé à des fins politiques, bien évidemment, mais ça contribue à cette perte de confiance. Et puisqu'on a des outils pour vérifier des choses, en tout cas pour faire des recherches, on va utiliser cette expression-là, bien, les gens se sentent
capable de tout commenter. Vous avez vu des memes passer là, sur... la semaine passée, j'étais spécialiste d'épidémiologie. Cette semaine, je suis spécialiste de l'Ukraine. Donc, tu sais, c'est une façon un peu de se moquer du fait que cette expertise qu'on développe, ben, elle n'est pas très reconnue, puis elle n'est pas très valorisée. Alors, c'est difficile aussi de sortir la tête de l'eau, tout ça, puis de dire, non, mais attendez, il y a de l'information qui est pertinente, puis il y en a qui l'est moins, là. Donc, ça revient un peu à ce que Marie-Ève disait sur la confiance, sur la crédibilité aussi. Merci. Il reste 5 minutes avant la période de questions. Oui, ça va passer vite. Il y aurait tellement d'autres choses dont je voudrais parler. Donc, je m'en voudrais de ne pas poser une dernière question de ma part. C'est tout à l'heure, en discutant avant le début de la conférence avec Mme Carignan et Prémont, toujours, il était question de notre propre américanité, c'est-à-dire que notre intérêt pour les États-Unis, au-delà des frontières géographiques, au-delà des traités de libre-échange, au-delà de notre participation à l'OTAN, de notre histoire commune, est-ce que cet intérêt-là, qui est de plus en plus, je sens, grandissant, n'est-ce pas, et que la culture américaine est de plus en plus consommée, observée, appréciée de façon quasiment organique, naturelle, est-ce que ça en dit, est-ce que ça devrait nous inquiéter, si on veut, comme Français d'Amérique du Nord, si on veut? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour notre propre singularité, c'est-à-dire que le rouleau compresseur médiatique culturel américain est en train de, je sais pas, de nous passer dessus? Je vais essayer de répondre brièvement. Moi, je pense que c'est normal parce qu'on est des Nord-Américains, on n'est pas des Européens. On va dans une grande ville américaine, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît ici que quand on va dans des grandes villes européennes. Donc, on se sent beaucoup moins dépaysé aux États-Unis généralement qu'ailleurs dans le monde. Puis je pense que, et M. Morin en a parlé au début de l'entrevue, de l'entretien, il y a cette idée du français qui nous protège d'une certaine façon. Il faut pas lâcher la garde. Je pense qu'on voit bien, là, quand on commence à regarder ailleurs, que le français est rapidement, s'effrite rapidement, mais je pense qu'il y a ça qui nous protège d'une certaine façon, et je pense que c'est l'avantage d'être au Québec, de pouvoir apprécier ce qui nous vient des États-Unis, qui fait notre affaire, tout en ne se sentant pas menacé, ce qui n'est pas le cas du Canada anglais par ailleurs, là. Puis en même temps, on va piger dans nos racines européennes aussi, mais moi, je le vois pas comme une menace, mais je le vois comme quelque chose qu'il faut quand même surveiller puis contrôler d'une certaine façon. La barrière de la langue fait beaucoup la différence, puis elle tombe tranquillement. Le Canada anglais, les médias du Canada anglais ont davantage moins de codes d'écoute. Tous les produits culturels du Canada anglais sont beaucoup moins populaires que les produits québécois en raison de cette barrière de la langue-là. Comme on parle anglais, bien, on va consommer directement ce qui vient des États-Unis. Avant, bien, on attendait que les produits culturels soient souvent traduits pour les consommer. Là, de plus en plus, on est bilingue, qu'on va se tourner davantage directement vers les contenus américains. On le voit, on est influencé partout. En ce moment, je travaille beaucoup sur la désinformation puis le complotisme. Même ce qui arrive en français, souvent, ça vient des États-Unis, puis ça a été traduit puis remis en contexte québécois. Donc, on est vraiment influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Cette barrière de la langue-là est préoccupante parce qu'elle tombe tranquillement, donc on va peut-être perdre notre spécificité. Mais en même temps, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Si on regarde le cinéma, même si on a toujours fait nos films québécois qui sont de très grande qualité par rapport au petit marché qu'on a puis qui représentent bien notre culture, bien, ce qui a toujours occupé la plus grande place de nos habitudes d'écoute, c'est le cinéma américain, mais ça, c'est international, c'est partout dans le monde. Il y a une hégémonie culturelle qui n'est pas nouvelle. Ils ont su comprendre le système cinématographique. Bien, vous devez le savoir plus que moi parce que vous êtes prof de cinéma et je ne le suis pas, mais vraiment... Ils l'ont inventé. Voilà. Ils ont inventé la culture hollywoodienne puis le star system. Donc ça, c'est pas nouveau non plus. Donc, il ne faut pas non plus penser que tout change à chaque époque. C'était déjà quand même très présent avant. Écoutez, avant de commencer la période des questions, j'aimerais vraiment remercier nos deux invités qui ont été vraiment, écoutez, très prodigues en commentaires et en analyse et en éclairage. Ma foi, j'ai quasiment rien fait, ce qui est très heureux. Alors, je vous remercie beaucoup. Et on va commencer par une période de questions. Mais avant, on va terminer par une période de questions. J'aimerais juste rappeler quelque chose d'ordre commercialo-logistique. Le livre « La Maison-Blanche vue du Québec » est en vente à la Coop avec une promotion de 25 %. Et il y aura 3 chanceux dans cette assemblée qui pourront en obtenir une copie, peut-être même dédicacée si vous êtes gentil et poli de la part de nos 2 autrices. Et si vous avez des questions, donc, durant la prochaine demi-heure, je vous demanderai bien de vous approcher au micro à gauche et à droite pour ce faire et pour poursuivre aussi votre étude de la couverture médiatique des États-Unis
vous pouvez vous rendre à la bibliothèque. Il y a une exposition temporaire qui a été montée par les bons soins de Julie, entre autres, et qui pourront donc vous compléter cette conférence d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, donc, et j'espère que vous en avez, c'était suffisamment intéressant et, comment dire, senti que ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Donc, je vous invite à prendre le micro de gauche et de droite. Alors, il faut toujours casser la glace. Hein? Toujours. Merci beaucoup. Franchement, c'est parti dans toutes sortes de directions et ce fut absolument fascinant. Et c'est vrai, par ailleurs, et Jannick, tu as beaucoup insisté, on est fasciné par les États-Unis. Et moi, j'ai été fasciné par le phénomène Trump et je dois évidemment avouer que je me suis trompé, moi aussi. J'avais dit à des étudiants qui étaient bien avant vous que c'était impossible, que ça ne pouvait pas arriver. Alors, leçon bien apprise. Mais je reviens justement sur le phénomène Trump parce que c'est vrai que c'est absolument intéressant là, comme chercheur et comme chercheuse. Il y a quand même un paradoxe qui est intéressant parce que Trump s'est donné comme posture de beaucoup critiquer les médias traditionnels. Mais le paradoxe, c'est que les médias traditionnels en ont abondamment. Se sont abondamment nourris de ça aussi. Et on a vu, et là, vous me corrigerez, on a vu le New York Times augmenter son lectorat, CNN augmenter ses codes d'écoute, et là, il y avait le Trump Show. Et le Trump Show a été bénéfique pour un certain nombre de médias d'information qui étaient des adversaires de Trump. Alors, quel regard vous portez là-dessus, sur cet écosystème américain? Puis là, c'est sûr qu'on n'a pas parlé de Fox News, là, par ailleurs, là, qui est évidemment un autre phénomène médiatique aussi, qui a, je pense, des échos aussi au Canada, des impacts au Canada. Alors, quel regard vous avez un petit peu là-dessus? Parce que quand Trump a été battu, moi, j'ai lu en tout cas des analyses où les gens étaient inquiets sur le plan médiatique en disant « Oups, là, on va peut-être perdre, en fait, celui qui nous permettait justement de survivre à une crise médiatique. » Alors, quel regard vous avez là-dessus? Merci pour la question. C'est une question vraiment intéressante. Puis, ça m'amène à un autre aspect qu'on n'a peut-être pas traité pendant l'échange, mais que je pense qu'il est important pour votre compréhension du phénomène. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore abordé en classe ou ailleurs, mais Trump a entretenu une espèce de confusion autour du métier de journaliste. Tantôt, je parlais de crise de confiance, mais disons que Trump a beaucoup contribué à cette crise de confiance-là. Et ça, étrangement, ça a fait en sorte que les médias sont encore plus intéressés à lui, puis les professionnels de l'information étaient comme obsédés par Trump, parce que Trump a joué beaucoup avec la confusion des termes. Disons, quand on décrit une fake news, donc c'est quoi une fausse nouvelle, selon les définitions des chercheurs là, en communication, par exemple, quand on parle de fake news ou en politique, parce qu'il y a même des chercheurs en politique qui s'intéressent à la fake news, mais la fake news, on parle d'une nouvelle qui va être inventée de toutes pièces. Souvent, c'est pour des fins de manipulation politique, de manipulation sociale, ou parfois juste de revenus économiques. On le sait que pendant, par exemple, la campagne présidentielle de 2016, il y a beaucoup de fake news qui ont été créées en Macédoine par des jeunes qui étaient juste payés au clic, qui faisaient des nouvelles qui s'avéraient spectaculaires pour faire de l'argent avec des revenus publicitaires. Mais ils ont créé toutes sortes de fake news, par exemple, sur le fait que le pape endossait Trump, sur le fait qu'Hillary Clinton aurait des relations homosexuelles avec Yoko Ono, toutes sortes de fake news qui semblent complètement farfelues, mais qui, selon différents chercheurs, tous ne s'entendent pas là-dessus, mais auraient eu des effets sur certaines intentions de vote, surtout que, bon, des gens auraient été beaucoup plus exposés aux fake news positives à l'égard de Trump, puis négatives à l'égard d'Hillary Clinton. Ceci étant dit, Trump, lui, s'est servi de ce mot-là pour dépeindre toutes les nouvelles qui lui étaient défavorables. Mais bon, c'est déjà qu'une fake news, comme je vous dis, c'est une fausse nouvelle complètement inventée. C'est pas une erreur journalistique, encore moins un texte journalistique qui nous serait défavorable. Mais donc, chaque fois qu'un journaliste parlait négativement de Trump, de ses politiques, de son plan, de son budget, peu importe, bien, Trump allait dire « This is fake news. This is fake news ». Donc, à chaque fois que quelque chose ne lui convenait pas, il disait « C'est une fausse nouvelle ». Et là, chez le public, bien, ça entretenait la confusion. On a vu que, bon, ce niveau de confiance envers les médias, qui n'était déjà pas très fort, semble avoir encore baissé à ce moment-là. Et c'est comme si ça crée une obsession. En tout cas, moi, je le voyais dans des congrès de journalistes où là, on parlait juste de Trump,
juste de son effet sur la confiance envers les médias, puis de la confusion qu'il entretenait dans l'univers de la désinformation. Puis là, les journalistes étaient tellement obsédés là-dessus que là, ils reparlaient de Trump, puis ils couvraient Trump. Donc, on embarquait un peu dans cette espèce de manège-là en voulant le dénoncer. Puis à côté, bien, c'est ça, on voyait qu'il faisait vendre, il attire la curiosité, il est spectaculaire. Puis forcément, les médias en parlent. Puis oui, ça a fait un backlash parce que des gens qui avaient conscience de la nuance dans le terme fake news, bien, voulaient se rallier aux médias traditionnels puis disaient, bien là, si on a élu quelqu'un comme ça qui ment parfois de façon éhontée, on a besoin de revenir à l'information fiable. Surtout que dans le système médiatique américain, on a un système qui est vraiment différent du nôtre. Il y a des médias beaucoup plus teintés politiquement. Puis, par exemple, ici, on a essayé d'avoir un certain moment... un média qui était Sun Media News, si je ne me trompe pas, qui n'a pas fonctionné, qui aurait été l'équivalent d'un Fox News canadien, donc très à droite, très teinté politiquement, dont les nouvelles sont très orientées, puis souvent les journalistes prennent position parce que Fox News, on le sait, les journalistes se font dire « t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec tel enjeu, tu vas en parler de telle façon ». Et donc, le fait d'avoir des médias comme ça qui sont très teintés politiquement, bien, ça fait en sorte que si on est très à gauche ou on est conscient un peu de cette confusion-là, on va peut-être consommer davantage des médias pour se ramener. Mais à côté, ceux qui sont pro-Trump sont fascinés par des médias comme Fox News qui entretiennent un peu cette confusion-là aussi et nourrissent la bête. Donc, il y a vraiment toute une espèce d'univers médiatique autour de Trump qui fait en sorte que d'un côté ou de l'autre, on était fascinés parce qu'on voulait dénoncer le phénomène, en parler, le comprendre. Et donc, les médias qui allaient soit être favorables à Trump étaient très courus par les gens qui le suivent. Mais à côté, les autres médias aussi ont fait un peu leur cheval de bataille de dénoncer ces mensonges-là, de dénoncer cette confusion-là. Puis après son élection, que plusieurs n'ont pas vu venir, bien, plusieurs se sont retournés vers les médias, ce qui a fait augmenter les ventes parce que là, ils disaient qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut penser à l'importance peut-être des médias pour comprendre les enjeux sociaux puis se demander pourquoi on a élu ce président-là. Donc, il y a tout un univers un peu particulier qui entourait là, les médias dans l'ère Trump qui faisait en sorte que c'était justement pertinent de s'y pencher. Pour répondre à cette question-là, je vais être obligée d'admettre ce que les politologues n'aiment pas beaucoup admettre généralement, c'est-à-dire que la politique dans nos sociétés occidentales, c'est un spectacle. Alors, à partir de ce moment-là, quand on a un showman comme Trump, quand on a du drame, quand on a des trucs imprévisibles, quand tout le monde et son cousin se permettent de commenter puis de donner son opinion, quand on a du temps médiatique, bien, on a un maudit bon show. Et c'est ça qu'on a eu. Donc, effectivement, Trump a été profitable pour tous les médias, qu'ils soient de gauche, de droite, républicains, conservateurs. Tout le monde en a profité. Les revues d'affaires publiques là, qui étaient à l'article de la mort, les abonnements dans les journaux, les chaînes de télé, etc. Et c'est pas pour rien non plus qu'on continue à parler de Trump. À chaque fois que Trump fait un rallye ou fait un commentaire ou publie un communiqué de presse, tous les grands médias vont en parler de ça. Parce que ça fait vendre, parce que c'est intéressant, parce que tout le monde suit ça comme un téléroman à suspense. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, que notre politique, et ça, c'est le luxe des sociétés démocratiques, là, entendons-nous bien, là, je ne suis pas sûre qu'en Ukraine, là, ils trouvent que c'est un spectacle, là, ou en tout cas, je ne suis pas sûre qu'ils aiment ce genre de spectacle-là, là. Mais ça, c'est le luxe des démocraties, d'avoir une politique et d'abord une politique spectacle. Et Trump, c'est pas le premier à contrôler le message. Marie-Ève parlait d'Obama. Obama ne faisait pas d'entrevue n'importe quand, n'importe comment. C'est le président qui avait fait, avant Trump, le moins de conférences de presse, qui ne faisait pas de rencontres impromptues avec les journalistes pour expliquer ses décisions. Il choisissait un journaliste de ses amis avec qui faire une longue entrevue, puis après ça, toi, va répéter la bonne parole aux autres. Là. Obama a beaucoup contrôlé le message. Les journalistes ont été complices des présidents longtemps sur ces questions-là. On peut remonter dans le temps. Il n'y a pas beaucoup d'Américains qui savaient que Franklin Roosevelt était paralysé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient au courant de la vie intime de John Kennedy avant ces récentes années, parce que les journalistes ne parlaient pas de ça. Il y avait une certaine pudeur à parler, notamment de la vie privée des présidents. Bien, le scandale Lewinsky en 98, là, avec Doug Clinton, là, ça a mis un terme à ce genre de barrière-là, parce que là, la vie sexuelle des présidents est devenue sujet d'intérêt national. Puis la game politique s'est emparée de ça. On s'est mis à dire on est capable de compter des points en critiquant la vie intime de notre adversaire. Donc, à partir de ce moment-là, les barrières sont tombées. Et là, on a accepté d'être dans ce show-là, d'être dans ce spectacle-là. Et Newt Gingrich, dont je vous parlais tantôt, a beaucoup profité de ça sous l'ère Clinton, notamment. Il faut dire que Clinton donnait du matériel en masse, là. Mais c'est un spectacle.
quand on décrit des élections, là, et il y a beaucoup des gens qu'on a interviewés qui nous l'ont confirmé. Une course de chevaux. C'est une course de chevaux, c'est un sport, là, qui gagne, qui perd, qui est en avance, etc. Puis on a construit la politique de cette façon-là pour la rendre intéressante, j'imagine. Mais on est un peu pris ensuite dans ce carcan-là, qui veut dire que même quand on n'est pas d'accord avec la nature du spectacle qui nous est donné, on est quand même obligé de le diffuser. Et c'est ça que Trump a compris bien plus que tout le monde et qu'il a réussi à maîtriser peut-être mieux que tout le monde. Mais il y a quelque chose dans ce que tu dis aussi sur lequel je voulais rebondir, que je trouve important d'ajouter, c'est le fait que sur les journalistes, il y a beaucoup de pression aussi parce que, bon, il y a à certains moments des journalistes aux États-Unis, puis même au Canada, entre autres, je me souviens, lorsque c'était Stephen Harper qui était président, des journalistes qui ont dit on va dénoncer ce contrôle du message-là qu'exerce le président, c'est-à-dire dire je mets juste une conférence de presse et je choisis à qui je parle comme journaliste, je choisis les questions d'avance, puis je vais répondre juste aux questions qui font mon affaire. Mais il y a tellement de pression sur les journalistes quand ils veulent se mobiliser pour dénoncer ça que ça ne fonctionne pas. Autant aux États-Unis, le média va dire qu'il nous faut un journaliste à la Maison-Blanche, on ne veut pas perdre notre accréditation. Si ce n'est pas toi, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Donc, fais ta job puis plains-toi pas. Un peu la même chose ici. À un moment, il y a des journalistes qui avaient voulu se mobiliser pour dénoncer que Stephen Harper faisait un peu la même chose. C'est-à-dire, il choisissait, je vais prendre 3-4 questions, puis ça va être moi qui ai choisi d'avance. Donc, tout est préparé, je contrôle mon message. Mais il n'y a jamais de journalistes qui se sont mis ensemble et qui se sont mobilisés. C'est un peu tombé à l'eau parce qu'un journaliste se fait dire par son média, je vais juste envoyer quelqu'un d'autre. Mais tu ne On veux peut pas perdre ton accès. pas en parler, Non, tu ne veux pas ça. perdre ton accès, tu ne veux pas perdre ta job non plus, puis te faire remplacer par quelqu'un d'autre dans la couverture. Donc, c'est difficile de ne pas en parler, puis de ne pas en parler de la façon dont on est en train un peu de contrôler le jeu médiatique. C'est une relation très d'interdépendance assez spectaculaire, là, les politiciens et les journalistes. Et ça, il faut l'accepter parce que pour toutes sortes de raisons qu'on vient de nommer, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Une autre question? Julie, vous êtes la gardienne du temps, on est-tu correct? Est-ce qu'il nous reste du temps? Est-ce qu'il nous reste du temps? 5 minutes. Oh. On répond trop longuement, je pense. On s'emballe. Je vais en poser une puisqu'il faut recasser la glace. Est-ce que justement ce rapport-là entre les journalistes et les politiciens alimente pas justement le manque de confiance envers le système, puis un peu les théories de la conspiration, que finalement toutes les institutions seraient de mèche dans une grande conspiration contre, entre guillemets, le peuple? Est-ce que ça ne l'alimente pas justement cette proximité-là qui serait peut-être un peu trop grande? Et peut-être juste un petit commentaire que je voulais faire, puis sous forme de question aussi par rapport à, quand vous avez dit la politique spectacle, j'ai l'impression qu'on est déjà rendu avec Trump plus loin que ça. C'est la politique reality show. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, avant d'être politicien, avait son reality show, là, où ce qu'il disait « You're fired hein? ». The Apprentice, je pense que ça s'appelait. Oui. Et l'impression que j'avais, il y en a firé beaucoup pendant qu'il était président des États-Unis. J'avais vraiment l'impression, quand je le voyais mettre dehors à répétition ses collaborateurs, qu'il était encore dans son reality show. Et l'impression que ça me laisse, puis c'est la question que je vous pose aujourd'hui, c'est la deuxième question, c'est est-ce qu'on ne serait pas rendu justement avec les médias alternatifs, parce qu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas si on en parle dans le livre, je vais le lire bientôt. Est-ce qu'on n'est pas rendu ailleurs? Parce que vous parlez de Sun News qui avait été un échec, mais là maintenant on a Rebel News avec Ezra Levant au Canada, puis qui fait un boulot spectaculaire en termes de désinformation. Donc c'est ça, les deux questions. Moi, je peux répondre à la première partie, sans doute. La proximité entre les journalistes et les politiciens, c'est drôle parce qu'effectivement, on a cette impression-là, mais quand on remonte dans le temps un peu, ou beaucoup, en ce qui concerne les plus jeunes ici, si on remonte justement à l'époque Kennedy, l'époque Johnson, bien, les grands journalistes, les grands éditeurs en chef étaient copains avec les présidents. Ben Bradley du Washington Post, là, c'était voisin de John Kennedy, ça jouait au tennis ensemble, puis ça prenait un petit scotch là, à la fin de la journée. Ils se connaissent depuis toujours. Les reportages n'étaient pas super critiques, là. Donc, il y avait une proximité. La propriétaire du Washington Post, Graham, qui était très proche de Robert McNamara, qui était secrétaire à la Défense pendant la guerre du Vietnam, etc. Il y avait une plus grande proximité à l'époque parce qu'il y avait moins de médias. Ils allaient tous à la même école. Ils venaient tous de milieux favorisés.
ils se connaissaient bien davantage. Et c'est pour ça que quand Kennedy appelle Ben Bradley pour lui dire « Tu publies pas ça sur Cuba parce que j'ai des hommes qui... ou parce que je veux l'annoncer plus tard », Ben Bradley disait « D'accord. » Pas toujours, mais c'était plus facile. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une telle chose. Un premier ministre ou un président qui appellerait un journaliste « Publie pas ça, sinon tu vas voir, je te donne plus accès ». Il y en a 300 autres médias qui ont accès. Il y a les médias sociaux, il y a plein d'autres possibilités aujourd'hui. Donc, puis il y a plus de journalistes, il y a plus de médias. Ils viennent plus des mêmes milieux nécessairement. Donc, l'élite est fragmentée, en tout cas chez les politiciens américains, chez les journalistes américains aussi. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus de l'élite, mais ces élites-là sont plus exactement aussi monolithiques qu'avant. Donc, ces liens-là sont moins importants, à mon avis, bien humble, sont beaucoup moins importants aujourd'hui qu'à une certaine époque. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre d'entendre dire aujourd'hui, justement, que cette proximité-là... en fait, je pense qu'on s'entend pour... Je reviens à cette métaphore du sport ou du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a une certaine convention sur la façon dont ça se passe, puis chacun accepte de jouer cette pièce-là d'une certaine façon. Chacun accepte les règles du jeu. Mais il n'y a pas autant de je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais il y en a beaucoup moins aujourd'hui de connaissances personnelles ou d'amitié entre les politiciens américains qu'il y en avait à une certaine époque, je vous dirais. Oui. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Moins de proximité, mais il y a des moments où on le sait que l'information est plus contrôlée, puis ça crée de la méfiance. C'est sûr, savoir que dans une conférence de presse, on a déjà choisi les questions à l'avance. Il y a une mise en scène qui est faite, que bon, quand les journalistes sont envoyés Mbidud avec l'armée sur le terrain, bien, qu'il y a un certain contrôle de l'information. Sinon, bonne chance, vas-y à tes risques sur les terrains de conflit. Mais il y a des environnements contrôlés, on en est conscient, puis c'est sûr, ça peut jouer sur la confiance. Mais je crois que la question amène aussi au fait que bien, certains politiciens jouent avec cette confiance-là. Trump, c'est un peu ce qu'il faisait. C'est comme si on avait l'impression que Fox News, bien ça, c'était la bonne nouvelle parce que c'était de l'information qui était favorable, quoique, bon, à la fin, c'était moins de la bonne nouvelle. Oui. Mais à côté, ben, on critiquait tous les médias. Ils entretenaient cette méfiance-là. Donc, déjà, la méfiance dont on parlait tout à l'heure envers le système, c'est comme si il y a des présidents comme Trump qui l'ont entretenu. Maintenant, il y a des élus qui sont encore là aussi, qui entretiennent cette méfiance-là, puis qui entretiennent certaines croyances aussi en des thèses complotistes, dans l'État profond, que Trump serait un sauveur. Donc, il y a des politiciens qui sont responsables d'avoir entretenu aussi ce discours public-là auquel des personnes vont croire que, comme QAnon, là, qui est vraiment un État profond, puis que Trump, c'est notre sauveur pour rétablir un peu le contrôle social puis dénoncer les cliques pédosatanistes. Mais certainement, ça faisait son affaire parce qu'il savait qu'il y avait un électorat là puis qu'il était vu en héros. Donc, il participait de ce régime-là qui, lui, démonise un peu les médias parce qu'ils font partie du complot avec tous les autres politiciens puis les grandes puissances économiques. Donc, il y a ça. Le livre ne s'intéresse pas comme tel aux médias alternatifs, même si ça aurait vraiment été intéressant de le faire. Ce serait peut-être un autre projet qui pourrait être très intéressant. Là, l'impact des médias alternatifs, forcément très intéressant, surtout qu'ici, on le voit là, dans nos analyses, entre autres sur le complotisme. Là, ceux qui adhèrent beaucoup et qui partagent ces idées-là, Ezra Levant puis Rebel News sont extrêmement présents. Là. C'est très fondamental dans nos analyses, leur rôle là, au sein de la complosphère canadienne. Par contre, un élément qui est intéressant, je trouve, en lien avec ce que vous disiez, là, le fait que Trump participe à une télé-réalité avant, tout ça, dans le livre, on en parle, là, mais il y a des intervenants qui nous disaient il y a aussi cette aura-là qu'on oublie, nous, parfois, en tant que Québécois très critiques face à Trump, mais pour une partie de l'électorat américain, disons, selon certains spécialistes dans le livre, ils vont nous expliquer que Trump aussi était vu comme le gars ordinaire, le gars du peuple, que, même si c'est pas tout à fait ça, là, mais une mécompréhension un peu de son vécu peut-être biographique, mais qui plusieurs personnes dans la société américaine, selon des gens qu'on a interrogés dans le cadre du livre, nous disaient on le voit comme un self-made man qui a réussi à faire sa business, à faire son affaire, à devenir riche, puis qui est devenu un représentant un peu de la société dans sa télé-réalité. Il représentait le peuple, le citoyen ordinaire. Et là, se dire que cette personne-là qui a réussi en affaires, qu'on voyait à la télé, puis de qui on sent donc proche parce qu'on le connaît déjà, peut devenir un président. Il y a une certaine proximité qui en faisait quelqu'un d'intéressant pour une frange de l'électorat. Et ça, on en parle un peu dans le livre, que l'impact de son passé, disons, de personnage de télé-réalité qui a l'air en contrôle, qui a l'air à gérer des budgets, qui a l'air à savoir ce qu'il fait, mais ça a peut-être suscité de la confiance chez une partie de la population qui, en plus, se disait, bien, ça montre que quelqu'un du peuple peut devenir président puis nous représenter. Donc, oui, de la télé-réalité, là, est mentionné à un certain moment dans l'ouvrage. Merci infiniment. Merci
de l'invitation.